se passe au pays, que le président Touadéra, bien qu'il ne fait pas trop de bruit, a enclenché un processus de formation de nos militaires dans les pays de la sous-région. On a des gens qui sont formés au Togo, on a des militaires qui sont formés en Guinée équatoriale, on a des militaires qui sont formés au Rwanda et dans presque plusieurs autres pays, même en Afrique du Sud, on a des contingents qui sont en train d'être formés. Et certains ont même déjà regagné Bangui, certains sont encore en formation, ils vont bientôt regagner Bangui et ils vont augmenter l'effectif des 3 bataillons déjà formés par l'EUTM à Bangui et pour cette opéralisation. Ils vont être déployés au même moment que les autres. Déjà, Pawa, on a une équipe qui a déjà été déployée. Les FACA ont été déployés à Pawa déjà. Et ça va se poursuivre. Ce programme-là va se poursuivre dans les autres régions. C'est ce qui rassure un peu nous de la société civile. Mais ce que je voulais dire, vous voyez, toutes ces phrases qui se disent entre politiciens, les calculs et autres, machin, tout, nous autres de la société civile, on voudrait beaucoup plus du concret. C'est-à-dire qu'on a envie de toucher, de tâter du réel. On a envie que quand on tue des gens comme ça, que les forces en présence puissent intervenir, que nos FACA puissent intervenir pour porter secours aux gens. Au jour d'aujourd'hui, on a une foule de monde qui sont arrivés vers le Tchad. Les gens partent toujours, les gens sont toujours exposés. Que cette opéralisation puisse être mise vraiment en marche de manière à ce que le pays puisse repartir sur une autre lancée. Parce que c'est tôt en ce moment. Mais est-ce qu'il pourra composer un gouvernement comme lui, il l'entend? Oui, c'est ce qu'il entend qu'il va composer. Parce que là, actuellement, des dispositions sont déjà prises. Il est en train de consulter. Il a pris les dispositions. Il ne sera pas ce temps malléable que les gens pensent. Les gens pensent, parce que le fait de ne pas trop parler, on pense que non, il est malléable. Mais lui, il agit en profondeur. En agissant, mais les retombées étaient claires, on voyait. Et quand il parlait de distance, à l'époque du président Bozézé, c'était pas une démocratie en tant que telle, c'était presque une dictature, parce que il y avait des courroux qui entouraient le président Bozézé. Le Premier ministre n'avait vraiment pas de marge pour pouvoir avancer en tant que tel, mais s'il voyait que ses intérêts lui-même, il allait démissionner, partir. Mais comme il avait la possibilité de venir en aide au peuple centrafricain, d'aider la population en mettant en œuvre toutes ses compétences et puis avec les alliés qu'il ait choisis, pour que chaque mois les Centrafricains puissent subvenir, vivre correctement et puis avancer, c'est ainsi. Ce sera ma dernière question sur ce chapitre. On n'a pas pu arrêter le cycle de la violence. Les choses s'enveniment chaque jour. On vous a parlé du décès d'un casque bleu, parce que c'est un casque bleu, on vous a cité ça. On a cité normalement que non, un casque bleu est décédé. Mais si un casque bleu est décédé, c'est que les nationaux, les Centrafricains qui sont décédés à cette occasion-là, ils devaient même en avoir 100 qui sont décédés. Parce qu'on ne vous donne pas les chiffres exacts. Des gens meurent à Fatima. Ce matin-là, 2 jeunes traversaient l'église catholique de Fatima pour rentrer dans le quartier, regagner leur maison, après la prière. Ils ont été pris à partie. C'était 3. 2 sont morts sur le coup. On ne connaît pas le sort du 3e. C'est vous dire que si déjà à Bangui, l'équipe gouvernementale ne maîtrise rien, ne sécurise rien, malgré les 12 000 casques bleus qui sont en Centrafrique, les éléments de Sangaris qui sont là, mais ils n'arrivent même pas à sécuriser le pays, ils n'arrivent même pas à désarmer les milices en place. C'est dire que rien ne peut se faire. Je distribue la parole. Vous savez, je vais m'adresser à Makalen Gebla, ensuite à Siam et à Christian. La violence, bon, comme le rappelait, elle est toujours de mise dans le pays. Il vient de le rappeler, notre ami Paul Sériac. La présidentielle s'approche, les législatives également. Le 27, ils ont été fixés, hein, c'est le 27 décembre. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut espérer comme scénario? Écoutez, Adil, ce qu'on constate aujourd'hui en Centrafrique, c'est que le pays est plongé dans une impasse. Ils pensent vraiment être compétents dans leur domaine. Vous dites que le nouveau président, pour former ce nouveau gouvernement et pour qu'on se recentre sur l'essentiel pour votre pays, ne doit pas former un nouveau gouvernement juste pour récompenser ceux qui l'ont soutenu, mais la bonne personne à la bonne place. Je vais vous dire que je m'adresse là au président de la République. Monsieur le Président, les Centrafricains vous ont fait confiance. On souhaiterait que vous êtes un homme nouveau. Entourez-vous des gens nouveaux pour que le pays puisse se redémarrer. Parce qu'il y a des gens qui vous ont appuyé, effectivement, lors des élections dernières, des dernières élections, qui ont perdu, mais qui sont venus parce qu'ils ont vu en vous la personne qui puisse vraiment diriger le pays. Mais aujourd'hui, la mission, les élections sont terminées. Vous pouvez les remercier d'une autre manière, mais pas les ramener aux affaires. Parce que pour la plupart, c'est des gens qui ont déjà servi. Oui. Ils ont déjà œuvré pour le pays. Ils ont occupé des postes de ministres, ils ont occupé des postes de dirigeants. Ils ont eu beaucoup à faire pour le pays maintenant. Oui. Mais pour certains, on a vu, ils sont limités pour certains déjà. Oui. Alors, autant mieux faire confiance à la jeunesse. De quelle marge de manœuvre dispose-t-il, votre nouveau président? Normalement, il peut décider. Parce que si jamais il se laisse entraîner dans une spirale qu'il n'arrive pas à maîtriser, si jamais il se fait entraîner par des gens qui sont autour de lui et qui n'écoutent pas son cœur,
peur. Oui. Il n'écoute pas les attentes des Centrafricains. Oui. Au jour d'aujourd'hui, chaque Centrafricain a les yeux rivés sur chaque mouvement des hommes politiques. On va contrôler systématiquement ce qu'ils font. Quand c'est bon, on dira que c'est bon, on lui refera confiance prochainement. Mais si jamais il se fait entourer des gens qui sont là seulement pour se remplir les penses et ne pas penser au peuple, on n'acceptera pas. Parce que si on lui a fait confiance, c'est pour que le pays puisse vraiment se relever, mais relever avec l'effort de tous. Il faut que la réconciliation puisse être effective. Dans nos familles, il y a des musulmans. Il faut que chaque Centrafricain se retrouve avec les autres pour que nous puissions nous retrouver et puis faire tête des rebelles, les chefs des rebelles, qui sont tous basés à Ndélé. Monsieur Noureddine Adam, on ne parle pas de lui. Oui. C'est l'un des monstres qui a pris ce pays en étau. Ils sont tous regroupés vers Ndélé là-bas. Pourquoi ils se regroupent là-bas? On ne parle pas de Ndoto dans ce moment. À Ndélé, ils sont en train de se baser là-bas, de se regrouper. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de fomenter. Alors il faut qu'on ouvre l'œil dessus. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe à Ndélé. Quand on nous parle de notre pétrole, où les Chinois sont là-bas, on parle des gens. Mais il y a des choses qu'on ne nous dit pas, qu'on nous dise ça. Le pays est et sera toujours sous perfusion si jamais on n'arrive pas à avoir les clés. On n'arrive pas à verrouiller à nos frontières ce qui se passe pour essayer de comprendre comment remédier à cela. Paul Cyriaque Semaporo, président du collectif des voix des sans-voix de Centrafrique, merci infiniment d'être venu dans le Club de la Presse. On ne dira pas comme les complotistes, évidemment, qu'on ne nous dit pas tout et que nous ne sommes pas au courant de tout. Bissafi Balengele, merci infiniment aussi. Merci. Membre de la diaspora centrafricaine, leader d'opinion, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Au nom de toute l'équipe de montage, de tournage, de réalisation de cette émission, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, restez fidèles à notre chaîne, la chaîne panafricaine Télé Sud. Bonsoir. Semaporo, mais l'homme que vous défendez, que vous admirez tant, Robert Mugabe, a-t-il vraiment encore le choix? Est-ce qu'il n'est vraiment pas temps pour lui, comme le lui conseille le président ivoirien Alassane Ouattara, de sortir par la grande porte et de dire et de faire ses adieux à ses compatriotes? Il ne le fera pas comme ça. C'est un monsieur qu'on connaît avec ses phrases, ses forces, ses faiblesses aussi. Comme il a vu qu'il y a une possibilité de pouvoir rester en place, le fait d'avoir dit non, il va rester sur son nom là jusqu'au bout. On va aller aux élections au sein de leur mouvement. Le parti va choisir si c'est lui qui sera candidat ou pas. Mais ils vont devoir s'entendre sur le fait. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur les termes. Tu seras candidat, alors moi aussi je serai candidat, ou alors ainsi de suite. Ils vont devoir se mettre d'accord sur les grandes lignes et ils vont aller, il va gouverner. Déjà, il a commencé déjà par exercer son pouvoir. Aujourd'hui, il est parti à une cérémonie officielle. Qui vous dit que demain, il ne va pas encore faire une sortie là? Connaissant le vieux, il a des vices, même s'il n'a pas toute sa tête en tant que tel. Mais attention, le président Bouteflika, il est en chaise roulante, mais il gouverne toujours. La situation actuelle comporterait... Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. La violence, encore la violence, toujours la violence. Mais qui arrêtera la violence en Centrafrique? Plus aucune région de ce pays n'est à l'abri de la violence. Plusieurs dizaines de morts depuis quelques semaines maintenant, des milliers de déplacés. Mais qui sont ces fous déchaînés qui ensanglantent la Centrafrique, qui massacrent des civils innocents? Comment les désarmer? Comment redonner aux Centrafricains l'espoir d'une paix durable? Trois Centrafricains avec moi pour en parler. Edgar Garcia, vous êtes membre de l'opposition, vous êtes conseiller chargé des relations avec la diaspora, membre de l'URCA, Union pour le renouveau centrafricain, parti d'opposition, et vous êtes par ailleurs porte-parole en Europe de l'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologuélé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités, M. Toubou. Roger Andialandi, vous êtes vous membre de la majorité présidentielle, vous êtes en Europe le coordonnateur général de cette majorité. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Paul Cyriaque Semaporo, vous êtes le président du collectif des voix, des sans-voix, une organisation de la société civile centrafricaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Comme si les affrontements sanglants entre les SLK et Anti-Balaka ne suffisaient pas, deux nouveaux groupes armés viennent de faire leur apparition sur le théâtre de la mort en Centrafrique. Révolution, Justice et le Mouvement national de la libération de la Centrafrique.
Et le résultat s'appelle l'horreur au quotidien pour les Centrafricains, comme le montre ce sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslam Diamanka. Bangassou, Bria, Alindao, Zemio, Kagabandoro ou Bakoum, toutes sont des régions touchées par un conflit ouvert. Même Bangui, la capitale, n'est pas épargnée. Ces régions sont le théâtre de combats, d'attaques et d'exactions répétées qui font fuir les populations vers d'autres zones ou pays limitrophes. Après les affrontements rudes entre la Séléka et les anti-Balaka, le curseur s'est aujourd'hui déplacé sur une zone rouge. De nouveaux mouvements armés entrent dans la danse pour jouer leur partition. La Révolution Justice et le Mouvement national de la libération de la Centrafrique. Depuis la fin du mois de décembre 2017, ils s'opposent dans un combat meurtrier, causant plusieurs dizaines de morts et plus de 60 000 déplacés rien que dans la région de Papouas. Et pourtant, cette région a toujours été épargnée comme tant d'autres. Comment comprendre cette spirale de la violence en Centrafrique? À qui profitent ces troubles sans fin? Zoom sur un conflit qui prend une autre tournure, du moins dramatique. La Centrafrique est en proie depuis 2013 à des violences communautaires suite au renversement de l'ex-président François Bozizé par les milices Séléka prétendant défendre la minorité musulmane. Les milices anti-Balaka majoritairement chrétiennes vont lancer une offensive. Le feu est ainsi mis aux poudres. Coincée comme dans un étau, la population est livrée au bruissement quotidien des armes. En fait, moi, en tant que Centrafricain, ce qui se passe au nord de la XIA, je suis contre. Les armes, c'est pas bon. On est tous des frères. Il faut qu'on aille se dialoguer entre frères et frères. L'histoire des armes, là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est méchant. Malgré l'intervention des forces étrangères dès le début du conflit en 2013 et de la MINUSCA, qui avait toutefois favorisé un retour au calme depuis 2015, les violences ont progressivement repris dans les provinces qui restent majoritairement sous la coupe des milices et des groupes armés. Un regain de violence qui, d'année en année, prend des proportions inquiétantes. En 2 ans, depuis 1979, date où le peuple centrafricain avait lancé une demande forte, une aspiration à l'établissement d'une démocratie, d'une justice sociale, sous l'empereur Bokassa, il y a eu déjà 5 crises militaro-politiques. Par ailleurs, si le président Faustin Archange Touadéra, élu en 2016, a fait de sa priorité le désarmement des milices armées et l'instauration d'une paix durable dans le pays qui favoriserait entre autres la reprise de l'activité économique nationale, le pari est loin d'être gagné. Pourtant, le 19 juin 2017, un accord de paix qui prévoyait un cessez-le-feu immédiat a été signé à Rome, soutenu par les acteurs politiques et par les 14 groupes armés, un accord qui a vite volé en éclats en moins de 24 heures. Le processus de désarmement, le DDR, fut une autre action de pacification. Il n'a cependant pas permis une démilitarisation totale des différents groupes armés. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de désarmement en République centrafricaine. La semaine dernière, du côté de Kembe, à Pombolo précisément, on a encore déploré plusieurs cas de tuerie. Il y a au moins une centaine de personnes qui ont été tués dans la ville de Pombolo. Donc on ne peut pas parler d'un bilan positif quant à ce qui est du désarmement. Aujourd'hui, M. Touadéra a du mal justement à déployer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire centrafricain. Même si un signe de réconfort anime les populations avec la condamnation à perpétuité ce lundi 22 janvier 2018 de Rodrigue Ngaïbona, alias Général Angelo, chef redoutable des anti-Balaka qui avait lancé les massacres de musulmans en décembre 2013 à Bangui, le conflit perdure et désorganise totalement le quotidien des Centrafricains. Sur 1 100 000 déplacés recensés, plus de 680 000 ont trouvé refuge dans les pays voisins, principalement au Cameroun, au Tchad et en République démocratique du Congo. L'occasion de cette nouvelle session, Paul Cyriac, je précise que vous êtes ancien sportif professionnel et vous êtes centrafricain, et j'évoquais tout à l'heure
sans savoir que vous serez en direct devant la webcam, qui a vu ce soir, alors ça a été démenti par les casques bleus entre-temps, mais en tout cas, il y a eu 3 morts ce soir à Bangui parce que des manifestants manifestaient et on leur a tiré dessus. Il y en a eu ce week-end. Et plus de morts encore ce week-end. Dans quel état d'esprit vous êtes quand on parle de l'ONU, quand on parle des casques bleus, et en particulier de ceux qui sont dans votre pays ou le pays dont vous êtes originaire? Je suis dans un état d'esprit déprimant en ce moment. Et c'est tout le peuple centrafricain qui souffre depuis un certain temps et ça ne finit pas. On a été pris à partie par des gens qui ne sont pas sérieux. On a été dirigé depuis toujours par des gens qui n'ont pas vraiment toute leur tête, qui ont toujours été à la solde des grandes puissances. Aujourd'hui, c'est les Nations Unies sur lesquelles on pouvait compter, qui ordonnent à ces éléments de tirer sur la population centrafricaine. Là, ils sont sur le terrain pour protéger la population ou pour tirer sur des gens qui ne sont même pas armés. Les Centrafricains ont dit non à Mme Catherine Samba-Panza parce qu'elle était au pouvoir depuis un certain temps. Rien ne s'est fait. Les gens dorment toujours à côté de l'aéroport. Les gens dorment sur des sites. Aujourd'hui, le peuple s'est levé pour aller vers le palais, pour aller sur les institutions, pour dire non, qu'on arrête toutes ces mascarades. Les éléments des Nations Unies qui sont devant le palais de la République à tirer sur des gens. On vous a dit 3 morts, il n'y avait pas 3 morts. On a eu plus de 10 morts sur place et plusieurs blessés. Merci. Il y a eu plusieurs blessés. Les gens sont dans la rue, les gens dorment dans la rue parce que les gens en ont marre. On ne veut plus de Mme Catherine Samba-Panza. Les Nations Unies utilisent ces gens pour nous faire du mal. On en a assez, il faut que ça cesse. Merci. Restez avec nous. C'est du peuple qui parle. Mais on a entendu, et vous avez eu la parole librement. Arnaud Danjean, c'est vrai qu'on reparlera du Mali parce qu'il y a aussi beaucoup de critiques sur la MINUSMA, mais c'est vrai que là ça se passe très mal. C'est leur rôle, le casque bleu, de tirer sur la foule ou pas? On peut pas, c'est évidemment pas le rôle, mais il faut comprendre pourquoi on en arrive là. Pourquoi on en arrive là? Parce qu'il y a une situation politique chaotique et on est dans un gouvernement de transition. La présidente dont parle votre auditeur, c'est une présidente de transition. Elle partira quand on aura réussi à organiser de nouvelles élections. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à organiser de nouvelles élections. La mission de l'ONU qui est déployée en Centrafrique, et qui est une mission compliquée, parce qu'elle est faite avec des régiments très disparates. Elle a à la fois une mission politique, civile, j'allais dire comme pratiquement toutes les missions de l'ONU qui se déploient, une mission civile, l'organisation de la transition. Elle a une mission militaire qui est le maintien de l'ordre dans une ville qui est aujourd'hui très clivée, qui est aujourd'hui très partagée et qui est aujourd'hui un peu chaotique, qui est Bangui. Vous avez des communautés qui ne partagent pas toute la vie qui vient d'être donnée par ces téléspectateurs. Donc c'est une situation extraordinairement compliquée. Ça renvoie à une des problématiques de l'ONU qui pose problème, c'est la composition de ces forces d'interposition. Et on sait très bien que sur les théâtres difficiles, c'est compliqué à composer. Bien souvent, les grands pays qui ont les troupes les mieux formées, ils ne veulent pas y aller. Et ils refilent le bébé un petit peu lâchement. À des petits pays, qui trouvent un avantage financièrement parce que leurs troupes sont payées, sont équipées. Ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards, il faut bien dire ce qui est. Et malheureusement, la qualité des personnels est inégale et on arrive à ce genre de situation. Patrick Le Yarrick, Bangui, c'est vrai que des morts ce week-end, des morts ce soir. Je voulais qu'on parle du Mali, parce que j'ai lu pas mal d'articles. Rester obéissant. Le peuple n'a pas dit 10 mots. 2 jours plus tard, ils ont commencé par mener des attaques, mais sur tout le monde. Ils ont tiré et sur les chrétiens et les musulmans centrafricains. Parce que ces gens qui étaient venus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'était des mercenaires qui venaient, croyant avoir de l'argent dans la caisse de l'État. Voyant qu'il n'y a pas d'argent, et les gens qui les ont poussés à venir leur ont dit, servez-vous, allez-y, essayez de prendre ce que vous pouvez. C'est comme ça qu'ils ont dévalisé tout le pays. Ils ont volé, pillé, violé des gens en Centrafrique, d'abord dans la capitale, en emportant tout ce qu'ils pouvaient toucher. Les machines à laver, les gazinières, les habits, les voitures, tout. Ils ont tout emporté pour repartir vers le Soudan et vers le Tchad. Ils sont basés actuellement vers Birao, vers Ndélé. C'est des zones où on a beaucoup de richesses minières. Mais ils sont équipés régulièrement. Comment? Parce qu'ils ont le diamant, ils peuvent vendre ces diamants, comme l'a expliqué mon frère. Ils peuvent vendre ces diamants et puis payer les équipements militaires dont ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas quitter ces secteurs. Oui. Et ils sont en train de tout faire pour qu'un jour, on arrive à facturer le pays. Du pays. Vous comprenez que c'est ce schéma-là, nous sommes dessus. Et c'est des gens, c'est des mercenaires sans foi ni loi.
C'est des gens qui tuent, qui égorgent, comme l'a expliqué à la télé tout à l'heure ici. Et c'est malheureux, c'est qu'ils ont une posture là-bas. Ils disent que non, ils vous tuent à Al-Batachar, ils vous attachent avant de vous tuer là. Ouais. Ils vous attachent avec une position mais terrible. Vous souffrez d'abord avant de mourir et puis on égorge les gens. C'est des gens qui sont sans pitié. Je ne parle pas des musulmans centrafricains qui sont nos frères avec qui on a grandi. Vous parlez des mercenaires qui ont intérêt à ce que l'instabilité continue demeure dans votre pays, la République centrafricaine. Voilà. On va essayer d'avancer parce que on essaye de procéder comme dans un cabinet de médecins. On a posé alors le diagnostic. On sait les bactéries, les virus qui sont en train d'attaquer votre pays. Quelles sont les solutions? Tiens, le président Touadéra vient de nommer, par exemple, le procureur de la Cour spéciale. Je disais en introduction de cette émission que l'un des problèmes de votre pays, la Centrafrique, c'est sans doute l'impunité, puisque on le voit, ces personnes qui commettent ces exactions n'ont jamais été traduites devant une cour. Est-ce que la nomination de ce procureur peut permettre désormais de faire baisser la tension et de susciter la peur dans le camp, par exemple, de ces mercenaires dont on parle? J'aime bien la parabole du médecin que vous avez évoquée, et surtout, en second lieu, quand vous parlez de la nomination du procureur de la République, du procureur pour le tribunal pénal international spécial pour la République centrafricaine. Oui. Et nous savons, je ne suis pas spécialiste du droit, mais nous savons qu'un procureur, pour qu'il puisse intervenir, il faut qu'il ait les instruments. Oui. Le nommer juste, alors qu'il n'a pas les instruments, il ne pourra pas faire grand-chose. Et le médecin, c'est pareil. S'il fait un diagnostic et qu'il n'a pas les instruments pour pouvoir s'occuper de son patient, eh ben, son patient souffrira toujours, même si le diagnostic est fait. Et donc aujourd'hui, je pense que la solution centrafricaine, il n'y a pas de miracle. Il faut associer les Centrafricains à chaque démarche ou à chaque interposition ou à chaque position que prendra la MINUSCA par le biais des directives qui lui sont communiquées par l'ONU. Sinon pas, on file au désastre. On a vu le cas en Somalie. Jusqu'aujourd'hui, encore en Somalie, la situation n'est pas réglée, même si on n'en parle pas. Oui. Et moi, je n'ai personnellement pas envie que mon pays se somalise. On a vu le cas, quand on parle de la MINUSCA qui s'interpose, mais qui n'intervient pas, parce que c'est dans sa mission que de s'interposer. Oui. Elle ne peut ni prendre parti de l'un ni de l'autre. On a vu le cas au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Ils étaient là, bien présents. Mais dans leurs directives, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Et ça, nous le savons. Mais quand je dis qu'il faut associer le gouvernement centrafricain, les Centrafricains, par le biais du gouvernement, à toutes les actions qu'ils font, c'est de ne pas attendre 10 ans, lorsque le premier mandat de Touadéra va se terminer, pour donner à la République centrafricaine le droit d'avoir une armée régulière. Nous savons, tous les pays qui sont dans l'ONU et qui sont aussi par contagion derrière la MINUSCA, sont des pays qui ont une armée régulière, une police et une gendarmerie pour certaines. Parce que la sécurité de proximité est très importante par le biais de la gendarmerie et de la police, mais il y a aussi l'intégrité du territoire qui doit être préservée par les militaires. Et donc, aujourd'hui, nous sommes, je pense, c'est mon avis, après d'autres experts pourront le contredire, c'est que la République centrafricaine ne peut pas exister sans armée. Parce qu'il nous faut une armée régulière pour pouvoir garantir la sécurité sur l'intégrité du territoire. Restons sur la question de ce procureur. Il faut juste dire à nos téléspectateurs qu'il est de la République démocratique du Congo, que c'est un ancien colonel, qu'il aurait pu diriger la Cour africaine de justice qui a connu du dossier Hissène Habré et que finalement on a nommé le Sénégalais, et que là, il va pouvoir donc faire son travail. Sauf que avant que la Cour spéciale de la Centrafrique ne se mette à travailler, il va falloir d'abord nommer les autres membres de la Cour. Et jusqu'ici, les autres membres de la Cour ne sont pas nommés. Donc, il reste encore du chemin. On ne peut pas non plus s'empêcher d'imaginer que sa nomination peut cristalliser au contraire les tensions et peut-être radicaliser encore plus ces groupes qui commettent des crimes, non, dans les zones de non-droit pour l'instant en Centrafrique, non? C'est des criminels sans foi ni loi, comme je disais tout à l'heure. Tant qu'ils ne sont pas atteints là-bas à leur niveau, le procureur qui a été nommé, ce n'est même pas leur problème. C'est des gens, quand ils sortent leur couteau, ils disent que non, autant mieux mourir. Alors, ce n'est pas évident. Ces nominations, dès que les restes, parce qu'il a été nommé que mercredi dernier. Oui.
le temps qu'on puisse asseoir les autres membres de la cour pénale, de cette cour. Mais beaucoup de choses sont en train de se mettre en marche entre-temps. Oui. Le temps que le président puisse procéder aux nominations des autres. Mais sur le terrain, rien ne s'arrête en tant que tel parce que les exactions continuent. Et ils sont en train de tout faire parce qu'il y a des lobbies derrière ce que nous connaissons au pays. La Centrafrique est victime de ces richesses. C'est à cause de nos richesses que nous subissons tout cela. Victime de notre succès, de notre richesse souterraine, de notre pétrole. Et alors on ne peut pas exploiter beaucoup de gens. Victime aussi de la gabégie des hommes qui ont dirigé l'État. Je peux souligner un point que depuis que la RCA est devenue RCA de nos jours, depuis la création de la RCA à nos jours, tous les gens qui ont été au pouvoir, ils n'étaient pas venus par une quelconque élection en tant que telle, ils ont été placés. C'est des pions pour la plupart. Le peuple a fait un choix dernièrement, mais on a compris que malgré que le président se trouve être là, mais il ne peut pas avoir toutes les cartes entre les mains. Parce que les Nations Unies étant présents, le pays est toujours sous tutelle. On ne peut pas décider quoi que ce soit. Mais si le pays est sous tutelle, comment se fait-il? Parce que si vous mettez un pays sous tutelle, vous mettez un pays sous embargo, vous devez veiller à ce qu'il y ait une sécurité par rapport aux gens qui sont là. Vous mettez le pays sous tutelle, vous ne protégez même pas les habitants du pays. Malgré que vous êtes sur place, on tue toujours des gens, on massacre les civils. Des populations qui ne sont pas armées. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup, de monde dans l'effectif de la MINUSCA. Je vais vous dire que l'armée nationale régulière centrafricaine était constituée à la limite juste de 5000 hommes, mais il quadrillait tout le pays. Nous avions en présence, nous avions en Centrafrique en ce moment... Elle est passée où, cette armée? Cette armée dilapidée, mais on a quand même au moins une bonne partie qui se trouve être encore toujours là. Certains sont partis parce qu'il y avait des tueries, ils sont des réfugiés dans les autres pays à côté. D'autres sont toujours là, mais ils ne peuvent pas travailler en tant que tels. Mais ils sont payés. Ils n'ont pas les moyens, mais ils sont pris en charge sur le budget de l'État centrafricain. Alors, comme on les paye chaque fois, on peut toutefois les reverser dans la gendarmerie, dans la police, de manière à ce qu'ils puissent travailler en tant que tels. Pour pouvoir rebondir un peu dessus par rapport à la nomination du procureur. Oui, très rapidement. Pour rebondir sur la nomination du cabinet, du procureur et tout le reste pour le tribunal pénal international spécial centrafricain. La question se posera de savoir comment est-ce que ces personnes qui seront censées être jugées vont être ramenées devant le procureur. Oui. On va le faire comment? Comme on a fait au Rwanda. Comme on a fait au Rwanda, mais le Rwanda s'est organisé tout seul après. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en République centrafricaine, vu que la MINUSCA et les forces de la MINUSCA n'ont pas le droit, entre guillemets, parce que ce n'est pas leur mission de faire la police, qu'est-ce qui va faire la police? Qu'est-ce qui va ramener ces groupes armés ou ces personnes responsables des exactions devant le procureur? C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur la possibilité de passer à la vitesse supérieure dans le cadre de la réorganisation de l'armée centrafricaine. La question au départ, c'était évidemment de se demander comment on pouvait faire pour briser les cycles d'impunité et de violence. On va rassembler nos idées parce qu'on va vers la fin de cette émission pour que au moins ceux qui nous suivent puissent se dire « Ok, nous comprenons ce qui se passe un peu plus en Centrafrique ». Vous dites qu'aujourd'hui, l'une des solutions pour briser le cycle d'impunité, ce serait de remettre à flot, pardonnez-moi l'expression, mais de remettre en marche l'armée centrafricaine, de la rééquiper à nouveau, de lui redonner ses missions régaliennes pour qu'elle puisse venir en appui de la MINUSCA. Tout à fait. Mais non seulement les associer avec les éléments de la MINUSCA pour qu'ils puissent travailler ensemble. Les éléments de la MINUSCA ne peuvent pas identifier tel ou tel personne en tant que tel. Un centrafricain, quand tu vois quelqu'un qui n'est pas de son pays, nous avions, vous savez, la richesse de la République centrafricaine, c'est que nous n'avions qu'une seule langue nationale. Nous avions nos dialectes. Mais tout centrafricain doit parler le sango. Le Al-Indarasa, de l'UPC dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a massacré plus de 30 personnes. Ce n'est pas que 30 personnes. On a massacré à Bakala 30 personnes. On a massacré, brûlé des maisons à Bandoro. On a brûlé des maisons à Dekwa. On a brûlé des maisons vers Mbouka. Et ils ont tué. C'est pas les nombres. Les chiffres 30 qu'on vous donne, c'est juste des chiffres. Mais chaque jour, on tue. Et on essaie juste de parler rapidement et ça passe sous silence. Mais le Al-Indarasa, il n'est pas centrafricain. Pour la plupart de ces rebelles, c'est les mercenaires qui ne sont même pas centrafricains, qui ne parlent pas sango. Nous avions notre langue nationale qui est parlée sur les 4 coins de la République centrafricaine. Tout le monde parle sango. Moi et lui, on parle sango. Tous les centrafricains parlent sango, mais vous avez un interlocuteur en face de vous qui ne parle pas votre langue nationale. Il n'est même pas du pays. Il ne va pas dire
Ils étaient venus, ils ont brûlé les fiches au niveau de la mairie, de toutes les mairies de la République centrafricaine. Pourquoi? Pour pouvoir que le pays soit envahi. Oui. Mais le Centrafricain ne va pas se laisser faire. Quoi qu'il arrive, on voudrait que les choses puissent changer et puis vraiment changer dans le bon sens. En un mot, avant qu'on ne conclue, on va terminer cette émission par cette question. Je l'avais préparée exprès pour vous, pour qu'on puisse être d'accord et sortir de cette émission en ayant retenu quand même quelque chose au sujet de la République centrafricaine. C'est que, est-ce que nous sommes tous d'accord? On va commencer par vous, Bissafi. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que la Centrafrique est partie pour rester sous perfusion pendant très très longtemps? Perfusion de la communauté internationale. Je ne serais pas d'accord là-dessus. Pour la simple raison que voir les choses de la sorte, ce serait dire que la Centrafrique n'a pas de ressources. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de la République centrafricaine, on parle toujours des ressources minières qu'il y a sous le terrain. Mais les premières ressources d'un pays, il faut le savoir, ce sont ses ressources humaines. Aujourd'hui, la Centrafrique a assez de ressources humaines pour faire face aux difficultés qu'elle rencontre. Et ça, c'est indéniable. Il faudra que la communauté internationale puisse se rendre compte de l'existence de cette ressource. Parce que des jeunes comme Syriac ou comme moi, Bissafi, aujourd'hui, il y en a pléthore. Et la République centrafricaine est un pays qui a 75%, voire 80% jeunes, où les gens, ces 75% ont moins de 40 ans. Oui. Et donc, dans 5 ans, ils auront 40 ans. Et ce seront des gens qui seront au sommet de leur carrière. Il faudra les associer à cette solution. Il faudra les associer à cette solution que nous avons choisie pour briser le cycle de l'impunité, le cycle de la violence et remettre en place, en marche, les indicateurs du développement. Tant qu'on ne fera pas ça, on n'arrivera pas, bien entendu, à une solution. Mais on restera, bien entendu, sous perfusion internationale. Sauf que je ne veux pas voir les choses en négatif pour mon pays. Et je crois que nous allons y arriver. Je suis obligé de dire que c'est vrai que tel que c'est parti, nous sommes obligés, nous sommes vraiment toujours sous perfusion et nous sommes obligés de rester sous perfusion pendant très longtemps avec ce qui se passe en ce moment. Dès lors que nous n'avions pas notre armée nationale, dès lors qu'on n'associe pas vraiment les grandes décisions, les fils du pays, ceux qui ont la compétence, comme il le dit, ne sont pas associés en tant que tels. Dès lors où, alors on massacre toujours dans l'arrière-pays, nous n'avions pas la possibilité de contrôler quoi que ce soit, les mouvements qui se font à l'intérieur de notre pays. Les frontières sont poreuses. Tout ça, c'est pas donné. Le président avait mis en place, élaboré un projet, de dire qu'il va faire maintenant une armée, pas de projection, mais une armée qui va rester sur place de garnison. Les gens vont être là, mais qu'on puisse déployer ces éléments, même avec le peu d'éléments, des paires d'armements qu'ils ont, qu'on les déploie à nos frontières. Il n'y a pas 5 jours, une colonne de véhicules a quitté le N'Djamena, Tchad, pas N'Djamena, Tchad, le Tchad. Ils sont en train d'arriver à Bambari pour arriver vers Ndélé. Nous avions les têtes des rebelles, les chefs des rebelles, qui sont tous basés à Ndélé. Monsieur Noureddine Adam, on ne parle pas de lui. C'est l'un des monstres qui a pris ce pays en étau. Ils sont tous regroupés vers Ndélé là-bas. Pourquoi ils se regroupent là-bas? On ne parle pas de Ndéto dans ce moment. À Ndélé, ils sont en train de se baser là-bas, de se regrouper. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de fomenter. Alors il faut qu'on ouvre l'œil dessus. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe à Ndélé. Quand on nous parle de notre pétrole, où les Chinois sont là-bas, on parle des gens, mais il y a des choses qu'on ne nous dit pas, qu'on nous dise ça. Le pays est et sera toujours sous perfusion si jamais on n'arrive pas à avoir les clés. On n'arrive pas à verrouiller à nos frontières ce qui se passe pour essayer de comprendre comment remédier à cela. Paul Cyriac Semaporo, président du collectif des Voix des Sans-Voix de Centrafrique, merci infiniment d'être venu dans le Club de la Presse. On ne dira pas comme les complotistes, évidemment, qu'on ne nous dit pas tout et que nous ne sommes pas au courant de tout. Bissafi Balengele, merci infiniment aussi. Membre de la diaspora centrafricaine, leader d'opinion, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Au nom de toute l'équipe de montage, de tournage, de réalisation de cette émission, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, restez fidèles à notre chaîne, la chaîne panafricaine Télésud. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Que se passe-t-il encore en République centrafricaine? La question mérite évidemment d'être posée. Cette semaine, on a parlé d'exécution sommaire de civils, d'usage de la force par la MINUSCA qui a dû arrêter une colonne de véhicules qui faisaient route vers Bambari, de véhicules d'ex-Séléka. On a évoqué aussi la nomination d'un procureur de la Cour pénale spéciale en Centrafrique. Du coup, la Centrafrique, qui depuis quelque temps était sortie des radars, est revenue dans l'actualité. Question: comment briser les cycles d'impunité et de violence dans ce pays? C'est à cette question que nous tenterons de répondre ce soir. Bienvenue, vous êtes évidemment dans le Club de la Presse et je vous présente les deux invités qui ont bien voulu participer à cette émission. Paul Cyriaque Semaporo, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du collectif des voix des sans-voix de Centrafrique. Tout à fait, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. En face de vous, il y a Bissafi Balengele. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la diaspora centrafricaine, leader d'opinion. Vous dénoncez vous-même régulièrement, évidemment, les violences dans votre pays. Vous participez aussi à des manifestations pour attirer l'attention de l'opinion sur ce qui se passe dans votre pays. C'est pour cela que nous vous avons invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Messieurs, avant de nous installer dans cette émission, j'avais juste envie de vous demander si, de nouveau, vous aviez peur pour votre pays, Cyriaque. Je vous remercie, mais je vais vous dire directement que j'ai toujours peur. J'ai toujours eu peur. J'étais heureux à un moment donné lorsque les élections s'est terminées. Et au jour d'aujourd'hui, depuis un bon moment, les choses ne se sont pas calmées. Si vous avez dit tout à l'heure que non, on n'était pas sous les radars, c'est parce que les informations n'étaient pas remontées. Chaque jour, dans chaque localité de la RCA, on tue en silence. Les accusations portées par les ONG qui sont sur le terrain, c'est des accusations qui sont vraies. On tue beaucoup d'innocents jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'armée qui n'est pas sur le terrain, le pays cadré par les forces des MINUSCA et ces attentats, cette tuerie se passe devant ces gens, je vous dis, on craint toujours le pire. Donc vous êtes inquiet. Bissafi Balengele, vous aussi, j'imagine que l'inquiétude est quelque part dans votre tête. Oui, tout à fait. L'inquiétude est grandissante et depuis plus de 4 ans maintenant, parce que nous savons que la Séléka est arrivée en République centrafricaine en 2012, donc aujourd'hui nous sommes en 2017. Triste anniversaire, mais ça fait 5 ans. Et je rejoins mon compatriote Cyriaque qui précise que depuis toujours, même si on est sorti des radars de l'information, il y a tous les jours des civils, donc des innocents, des femmes, des enfants et des vieillards et même des hommes en capacité de travailler pour le pays qui meurent. Et cela se fait malheureusement dans des localités où sont présentes la MINUSCA. Oui. La Force internationale de maintien de la paix. Tout à fait. Et donc la Force internationale de maintien de la paix, qui est là pour maintenir la paix, est des fois témoin de ce genre d'action funeste, macabre. Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de me faire passer comme message? Est-ce que je dois comprendre que cette force, elle est là, elle est silencieuse, elle n'agit pas, elle ferme les yeux pendant qu'on tue les vôtres? C'est encore un peu plus compliqué parce que dans leur mission, en fait, ils sont là pour s'interposer. Ils ne sont pas là pour prendre parti. Et c'est souvent là où la limite est assez mince. Et donc, la nécessité aujourd'hui, c'est de pouvoir donner et d'associer le gouvernement centrafricain à cette action de maintien de la paix par le biais de l'instauration d'une armée, de la sécurité. On va évoquer l'avenir et la façon de réorganiser évidemment votre pays, de vous approprier à nouveau la sécurité de la Centrafrique. Cette semaine, vous le disiez tout à l'heure, Cyriaque, Human Rights Watch a fait savoir que les rebelles de l'Union pour la paix en Centrafrique se seraient donc rendus coupables de crimes de guerre. L'ONG affirme qu'en décembre 2016, ce groupe armé a assassiné, écoutez bien, 32 civils dans une localité du centre du pays. Pour mieux comprendre de quoi nous parlons, c'est Moïse Moukoro qui nous résume la situation. Normalement, cette ville devrait compter entre 11 000 et 12 000 habitants. Mais aujourd'hui, il y a moins de 100 habitants. Un exode massif à Bakala intervenu à la suite d'une série de massacres en décembre dernier. Grâce au récit des survivants, l'ONG Human Rights Watch a pu documenter les faits.
Des hommes armés m'ont appréhendé ainsi que 7 autres personnes. Ils nous ont amenés jusqu'à la maison qu'ils occupaient et où nous avons pu voir 7 corps ligotés et égorgés. Dans un autre massacre commis le lendemain, ce sont 25 personnes qui ont été tuées. Pour faire venir leur proie, les assaillants les auraient convoqués à une réunion dans une cour d'école. Les survivants sont tous catégoriques. Les combattants étaient issus de l'UPC, les rebelles de l'Union pour la paix en Centrafrique. Les combattants de l'UPC nous ont placés sous un manguier, nous ont encerclés et ont commencé à tirer. À ce moment-là, je me suis levé et j'ai fui en courant dans la forêt. Face au regain des tensions dans les pays, la MINUSCA a lancé hier ce message à tous les groupes armés. Samedi dernier, 2 communautés de Bangui, autrefois opposées, ont célébré le premier anniversaire d'un pacte de non-agression. Nous appelons à tous les groupes armés pour qu'ils s'inspirent du travail mené par ces communautés de PK5 et de Bimbo 3 pour que des ponts de la paix soient établis sur toute la Centrafrique. L'UPC et les FPRC sont 2 groupes armés qui s'affrontent depuis le mois de novembre pour le contrôle de plusieurs localités centrafricaines. Une bataille d'influence qui s'accompagne de son lot d'exactions dans une Centrafrique déjà meurtrie par 5 ans d'instabilité. Merci Moïse Mokoro. Cyriaque Semaporo, je crois qu'on ne nous dit pas tout à propos de la Centrafrique. On nous a dit au lendemain de l'élection du président Faustin-Archange Touadéra que la Centrafrique était redevenue un pays normal. Apparemment, votre pays n'est toujours pas un pays normal. Ce que vous voyez là, c'est ce que vous avez vu. Ce que vous ne voyez pas, on ne vous le montrera jamais, on ne vous le dira jamais. C'est les personnes qui vivent ça dans leur chair. Ces massacres à grande échelle, ça c'est dans les localités accessibles. Mais nous avions en Centrafrique des localités où on ne peut pas aller en voiture. Il faut aller en pied. Et ces localités, dans ces zones reculées, sont prises en étau. Les gens sont toujours massacrés. Et si on fait des coups de com', en essayant de mettre la lumière sur le fait qu'on a arrêté une colonne de véhicules de la CDK, que faisait Mouvement Vert Bambari, ça c'est à leur avantage. De la MINUSCA, je veux bien parler de cette force-là, qui sont sur place, malgré qu'ils sont sur place, on tue des gens. Je ne vais pas retourner un peu en arrière. Quand on fait une action est menée vis-à-vis de la population et que des civils sont tués et qu'un élément des forces des Nations Unies n'est pas atteint, on ne fait pas de bruit. Mais si un seul élément des Nations Unies, un élément des forces de MINUSCA est touché, on fait beaucoup de bruit, ou alors quand ils mènent des actions d'envergure, ces actions visent à séparer les gens qui sont en dualité, à ce moment-là, on en parle. Je vous assure que c'est des coups de com'. La réalité est tout autre. Les gens sur le terrain continuent toujours. Donc ce soir, vous êtes en train de m'expliquer, et j'imagine que vous aussi, vous avez les mêmes informations, qu'au-delà de ce que nous voyons dans la presse, de quelques images, de quelques communiqués et de postures, la Centrafrique est toujours autant malade. Écoutez, tout à l'heure, vous avez parlé d'un pays normal. Donc la question est de savoir ce qu'est un pays normal déjà. Oui. Un pays normal, c'est un pays dans lequel on peut se déplacer du nord au sud et de l'est à l'ouest en toute sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en République centrafricaine. Il y a des endroits où on peut encore se promener, où il peut y avoir libre-échange en toute sécurité, mais ce n'est pas sur l'intégrité du territoire. Et ces zones de liberté, elles sont restreintes par rapport aux zones de non-droit et de non-liberté. Et donc, pour en revenir et rejoindre au fait mon compatriote, la sécurité n'est pas sur l'étendue du territoire et ce que nous voyons n'est que ce que les journalistes ou encore ce que d'autres... Les médias veulent bien montrer. Non, c'est pas ce que je dirais pas ça. Ce que je dirais, c'est que les médias ne peuvent pas être partout et donc ils ne sont que là où on les appelle. Aujourd'hui, on a eu le cas où la MINUSCA a intervenu, les médias regardent. On en parlait. Tout à fait. Mais il y a des localités dans lesquelles où on ne peut pas accéder. Même les médias ne peuvent pas accéder, pardon. Et ces médias-là, et ces actes-là qui sont commis là-bas d'exactions, on ne peut pas être au courant. Et tous les jours, il y a des exactions. Messieurs, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire ce soir? La situation est donc beaucoup plus grave qu'on ne le pense en réalité.
Qu'est-ce que ça a changé alors d'organiser une élection présidentielle dans votre pays, de doter le pays d'un nouveau président? Finalement, c'est presque un cadeau empoisonné qu'on a fait au président Touadéra. Oui, je dirais, le président Touadéra ne peut pas avoir la possibilité de vraiment agir en tant que tel tant qu'il n'a pas son armée avec lui. Je vous informe que les Nations Unies ont prolongé encore l'embargo sur nos armes, sur les armes en Centrafrique d'1 an encore. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'être toujours sous la houlette des éléments des forces de la MINUSCA qui sont sur place. Oui. Mais ces forces de la MINUSCA qui sont déployées dans des points précis. Mais le pays, derrière, dans l'arrière-pays, les gens peuvent circuler comme ils se veulent. Oui. Les gens achètent des armes au Soudan. Les gens, ils achètent des armes au Tchad. Les gens circulent du Soudan au Tchad. Comment ça, ils achètent des armes au Soudan et au Tchad? Ils ont le diamant, les mines du diamant, vers le nord. Ils ont l'or. Ils ont plein de choses là-bas. Ils prennent les matériaux, les richesses souterraines qu'on a, ils vendent, ils achètent des armes. Ils sont dotés des armes là-bas. L'embargo ne touche que l'armée nationale. Oui. Mais les rebelles dont on parle, les rebelles, qui les équipe? Comment ils peuvent arriver à avoir les moyens d'avoir des équipements haut de gamme? Comment ils peuvent avoir les moyens logistiques de pouvoir déplacer toute une colonne? Ils vont avoir les carburants où pour circuler? C'est ça les bonnes questions à poser. Ces gens nous Je vous les pose. Est-ce que vous avez les réponses? Ces rebelles, vous dites que ces rebelles s'autofinancent avec l'exploitation illégale donc des richesses qui se trouvent dans les zones qu'ils occupent. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que la guerre s'arrête, non? Ou les confrontations s'arrêtent? Bah écoutez, dans toutes les guerres, on sait qu'il y a l'économie de la guerre. Oui. Donc, l'économie de la guerre, il y a ceux qui vendent les armes et ceux qui les achètent. Ceux qui les achètent, s'ils n'ont pas les moyens, financiers directs, palpables, à savoir l'argent que nous connaissons sous forme de billets et de pièces, oui. Eh ben, ils font du troc avec des matériaux, avec des matières premières à forte valeur. Oui. Et donc, notamment le diamant et l'or. On est en train d'halluciner ou ce que vous êtes en train de dire est réel? Non, ce que je suis en train de dire en rejoignant mon compatriote, c'est qu'il pose une question qui est réelle. C'est-à-dire que nous avons des rebelles qui ne sont pas issus d'une armée régulière d'un pays, d'un État, mais qui ont les moyens de tenir tête à des armées régulières. Et donc la question qu'on doit se poser, comme on peut se poser face à n'importe quelle rébellion, c'est comment est-ce qu'ils font pour se financer? Comment est-ce qu'ils font pour avoir de l'essence? Comment est-ce qu'ils font pour avoir les camions ou les voitures avec lesquelles ils se déplacent, sachant qu'ils sont dans l'arrière-pays et que, compte tenu du développement économique de la République centrafricaine, il n'y a que à Bangui que vous pouvez avoir autant de matériaux possibles. Et donc, si vous êtes dans l'arrière-pays et que vous arrivez à avoir accès à du matériel militaire de très bonne qualité, à des véhicules de très bonne qualité pouvant vous permettre de faire les routes de brousse pour vous déplacer librement, c'est qu'il y a quelque part un endroit où vous vous approvisionnez. Un soutien logistique quelque part. Il y a un soutien logistique quelque part. Et ce soutien logistique-là, il faudrait se poser la question afin de fermer le robinet pour pouvoir arriver à briser la chaîne des violences dans l'arrière-pays. Je vous ai tous les deux écoutés depuis une dizaine de minutes maintenant que l'émission a commencé et j'ai entendu les critiques qui sont entre deux phrases à l'endroit de la MINUSCA, par exemple, qui ne s'interpose pas suffisamment, qui est dans des zones où on commet des exactions mais qui ne réagit pas ou qui ne réagirait pas. La question que je me posais en vous écoutant tout à l'heure, c'est pourquoi les Centrafricains eux-mêmes ne me dites pas qu'il y a l'embargo sur les armes. Au-delà de l'embargo sur les armes syriaques, pourquoi les Centrafricains eux-mêmes ne commencent pas à prendre leur propre sécurité en main? Je vais vous dire, c'est d'où la création du mouvement anti-Balaka. Le mouvement anti-Balaka a vu le jour parce que les gens étaient soumis à une attaque de ces éléments de la Sédika. Quand ils venaient prendre le pouvoir, le peuple était heureux de voir que non, il y a quand même un changement. Parce qu'on avait Bozizé et sa clique. Oui. Bozizé gérait le pays comme il l'entendait, comme il le voulait. Il y avait beaucoup d'injustices. Mais en arrivant, les Sédika, quand ils arrivaient, le peuple était resté obéissant. Le peuple n'a pas dit mot. 2 jours plus tard, ils ont commencé par mener des attaques, mais sur tout le monde.
ils ont tiré et sur les chrétiens et les musulmans centrafricains. Parce que ces gens qui étaient venus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'était des mercenaires qui venaient, croyant avoir de l'argent dans la caisse de l'État. Voyant qu'il n'y a pas d'argent, et les gens qui les ont poussés à venir leur ont dit, servez-vous, allez-y, essayez de prendre ce que vous pouvez. C'est comme ça qu'ils ont dévalisé tout le pays. Ils ont volé, pillé, violé des gens en Centrafrique, d'abord dans la capitale, en emportant tout ce qu'ils pouvaient toucher. Les machines à laver, les gazinières, les habits, les voitures, tout. Ils ont tout emporté pour repartir vers le Soudan et vers le Tchad. Ils sont basés actuellement vers Birao, vers Ndélé. C'est des zones où on a beaucoup de richesses minières. Mais ils sont équipés régulièrement. Comment ? Parce qu'ils ont les diamants, ils peuvent vendre ces diamants, comme l'a expliqué mon frère. Ils peuvent vendre ces diamants et puis payer les équipements militaires dont ils ont besoin. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas quitter ces secteurs. Oui. Et ils sont en train de tout faire pour qu'un jour, on arrive à facturer le pays. Du pays. Vous comprenez que c'est ce schéma-là, nous sommes dessus. Et c'est des gens, c'est des mercenaires sans foi ni loi. C'est des gens qui tuent, qui égorgent, comme l'a expliqué à la télé tout à l'heure ici. Et c'est malheureux, c'est qu'ils ont une posture là-bas. Ils disent que non, ils vous tuent à Al-Batachar, ils vous attachent avant de vous tuer là. Ouais. Ils vous attachent avec une position mais terrible. Vous souffrez d'abord avant de mourir et puis on égorge les gens. C'est des gens qui sont sans pitié. Je ne parle pas des musulmans centrafricains qui sont nos frères avec qui on a grandi. Vous parlez des mercenaires qui ont intérêt à ce que l'instabilité continue demeure dans votre pays, la République centrafricaine. Voilà. On va essayer d'avancer parce que on essaye de procéder comme dans un cas. Et puis vous réagissez, hein, il n'y a aucune censure, zéro censure. C'est ici que ça se passe dans Ça fait débat et sur Twitter pour les tweetos, @CFDébat. Paul Cyriac Semaporo, dites-moi. Je rejoins totalement le point de vue de mon frère Bokeh. Je pensais que vous alliez faire le contraire. Je ne vais pas faire le contraire, je vous assure, ce qu'il a dit est capital. Mais je vais vous dire une chose encore. C'est un manque de respect terrible au peuple centrafricain. Le fait de vouloir remettre en cause ces élections-là. Nous les avons. Ils ne sont pas crédibles. On a sonné le signal d'alarme. On avait dit au début que les conditions n'étaient pas réunies. Prenez le temps de tout sécuriser, d'organiser normalement avant de pouvoir aller aux élections. Mais à un moment donné, comme ils ont tellement tapé du poing sur la table, il fallait qu'ils y aillent. Mais le peuple a dit allons-y. Et ils ont même sorti une nouvelle expression là-bas, allons seulement. Et allons seulement, c'est le nouveau terme qu'on utilise à Bangui. Même les candidats utilisaient ce terme-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir avoir le vote des Centrafricains? Eux, déjà même. Certains, ils se lèvent un beau matin. Ça s'appelait à Boston. Ils s'appellent un beau matin. Non, mais on y arrive. Non, mais on y arrive. Moi, je veux que le débat s'installe. Sans avoir rien fait pour le pays, ni avoir occupé un poste de responsabilité, ni avoir marqué des points sur le pays, ni avoir fait des actes positifs. On veut se présenter au suffrage universel, alors qu'on n'a rien fait. Et non seulement ça, au moment où il y avait l'insécurité au pays, on tuait des gens, on faisait du n'importe quoi. Ils n'ont jamais ouvert la bouche pour condamner ou pour se mettre du côté du peuple. Ils ont tous fermé, la plupart d'entre eux, ils ont fermé la bouche, ils n'ont même pas condamné. Aujourd'hui, ils viennent aujourd'hui, je vais donner des noms, ils viennent aujourd'hui, ils viennent aujourd'hui demander à ce que ce peuple, pour qui ils se sont cachés, ils sont terrés, ils n'ont rien dit par rapport à ce qui leur arrivait, ils veulent avoir leur suffrage. Je vous dis, même aujourd'hui, s'il est question d'aller aux élections, ils ne peuvent pas. Mais les résultats qui se dégagent en ce moment-là, les 3 premiers en lice et puis suivis de ceux-là, mais c'est des vrais votes. Mais qu'ils apportent les preuves qu'on a triché, mais ils ne peuvent même pas emmener les postes. Paul Cyriac, oui. On va tenter d'avancer, si vous voulez bien. Avançons alors, je veux bien. Avançons à Ben Laki. Oui, on ne vous a pas entendu. Oui, sur la question, parce que c'est vrai que sur la table, là, il ne va pas y avoir débat sur ce sujet. Je vais être aussi d'accord avec mes co-panélistes sur la question. Parce qu'il faut comprendre que ce qui s'est passé en Centrafrique, c'est une élection qui a été organisée par une transition. Donc c'est une transition qu'il y a eu. Donc parmi ceux qui organisent ces élections, il n'y a pas de candidats, comme ça s'est fait au Burkina Faso. Donc ce n'est pas un candidat sortant, donc un président, qui organise les élections. Donc c'est un organe neutre, hein, dans lequel il n'y a même pas de candidat. Donc on ne peut pas tout de suite parler de mascarade. C'est un grand mot. C'est un grand mot. Et souvenez-vous, il ne fait pas le choix de chacun des élections. Souvenez-vous qu'il y a quand même 30... Il organise le calendrier. Il y a quand même 30 candidats. Comme il a dit, comme vient de le dire, 30 candidats. Des gens qui sont sortis de nulle part. Qui se disait le candidat de la France et le candidat de la transition, de la dame de nulle part et qui sont candidats. Je pense que la transition n'a vraiment pas eu assez de temps
pour organiser des élections exactement comme on le voulait. Mais il faut respecter le processus, il faut respecter l'ANE, qui est l'organe qui organise ces élections. Et aller dans le processus. Parce que ces gens-là, ces gens qui le disent, ils auraient bien le faire. Pu le faire en amont, avant de rentrer dans le processus. Je vais tenter d'avancer avec vous. Je vais tenter d'avancer, parce qu'il faut quand même qu'on avance. Qu'est-ce que vous répondez à ce communiqué qui dit, ils l'ont confirmé, donc Touadéra, qui lui, ancien Premier ministre, vous le savez, entre 2008 et 2013, c'est bien ça, je ne me trompe pas, de l'ex-président François Bozizé. Ben lui, il agit et il avance comme candidat indépendant, plutôt bien. Et en même temps, vous savez quoi? Une autre déclaration. Par rapport à ces élections, il y a un tel problème. On a trouvé des gens avec 200 cartes d'électeurs et avec des urnes bourrées. Alors, on a acheté la conscience des gens en donnant 5000 francs CFA aux électeurs pour voter pour tel ou tel candidat, etc., etc. Moi, je veux bien vous entendre là-dessus. Hein. Oui, c'est pas des déclarations bidons. Cela, justement, peut jeter du discrédit sur ces élections. Je referme les guillemets pour pas qu'il n'y ait qu'on ne dise pas que je raconte des choses. Et c'est une déclaration de Capou, un des candidats, Théodore Capou, que vous connaissez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a suscité, vous savez quoi, un vrai débat. Mais non, mais il ne peut pas bidonner non plus. Il n'y a jamais eu d'élection à 100% parfaite. Mais maintenant... Oui, vous répondez quoi à cette déclaration? On a bourré les urnes en achetant les gens, en achetant les électeurs avec 5 000 francs CFA. Chaque candidat a la possibilité d'avoir ses représentants au sein de l'ANE. Et il n'y a même pas 48 heures, c'était exactement hier, Désiré Kolingba, un des candidats, numéro 3, a voulu faire vérifier le système informatique de toute l'ANE. Il a emmené ses informaticiens, il a vérifié, il s'est retiré. Oui, mais vous répondez quoi? Moi, je veux... La Centrafrique m'intéresse là, parce qu'elle fait débat sur des questions que tout le monde se pose. Je vais te donner une information peut-être plus importante que celle-là. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est sur 250 000 bulletins de vote pour lesquels il n'y a pas eu toutes les signatures et tout ça, et que l'ANE a refusé de comptabiliser. Donc la vraie question aujourd'hui de certains candidats, c'est pourquoi on ne comptabilise pas ça, on verra ça avec le Conseil constitutionnel. Mais je veux revenir sur ces élections. Et vraiment, il faut... Parce que ça va faire cas d'école en Afrique. Et pour tous ceux les Africains adorent la politique, mais qu'ils apprennent ce cas d'école. La politique, c'est avant tout une question d'enracinement territorial. C'est ce que Touadéra a démontré pour être le numéro 2, pour battre Ziguélé. C'est ce qu'il a dû démontrer. Je vais te dire pourquoi. Très rapidement. Oui, dites-moi. Parce que moi, je veux quand même qu'on me réponde à cette déclaration. M. Touadéra était le vice-président du KNK. Il voulait se présenter. Il est allé voir Bozizé pour lui dire « Tu ne peux pas te présenter, laisse-moi me présenter ». Bozizé l'a fait virer par son secrétaire général. Tu ne verras pas une seule affiche au nom de Touadéra dans les centres-villes de Bangui. Pas de maillot, pas de casquette. Rien que la base, la machine KNK. J'ai pas les images, mais tu verras. C'est ce qui s'est passé. Il a gagné rien qu'avec l'enracinement territorial d'une partie du KNK qui s'est désolidarisé. Antoine Glaser, attendez, dans l'ordre, s'il vous plaît. Antoine Glaser, Aben Laki, Paul Cyriac. À la question, je veux dire, dans les conditions... À la déclaration, plutôt. À la déclaration, dans les conditions... De Capou, dans les conditions dans lesquelles cette élection a été préparée et se déroule, rien n'est extraordinaire, même dans des pays où c'est extrêmement organisé. Il y a toujours des contestations, il y a toujours des bourrages d'urnes, etc. Et de toute façon, tous ces candidats, c'est pour ça que c'est assez extraordinaire de voir un candidat indépendant qui arrive comme ça en première, en deuxième position. C'est parce que c'est absolument incroyable de voir un certain nombre de candidats avaient des avions pour faire campagne. Certains avaient des petits avions pour faire campagne. Certains avaient énormément de financement. Encore une fois, c'est un exercice de style démocratique. Il y avait vraiment une grande inégalité entre les candidats. Et moi, personnellement, le petit blanc des bords de Seine qui voit à quel point le peuple centrafricain... Comme en France, comme chez nous finalement, ou comme en Europe, c'est la même chose. Non, absolument pas. Vous ne connaissez pas la Centrafrique. Il y a des gens qui
qui ne peuvent même pas sortir des quartiers. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir avec des gens qui avaient des avions, qui avaient des moyens, mais qui certains payaient. Ne sont pas sortis aussi de leur banlieue. Moi, je pense... mais certains ne sont jamais aussi sortis de leur banlieue du 7-8 ou du 9-3. Très important. Antoine Glaser. Et on est en Centrafrique actuellement. Il faut voir la Centrafrique. Encore une fois, c'est plus de 600 000 km², absolument. C'était un défi gigantesque. C'était absolument énorme. Et donc, de venir en disant « Ah oui, mais attention, là, il y a eu ça. » Ben oui, il y a eu ça, d'accord, ok. Mais globalement, il faut voir par rapport à un pays qui était en train de sombrer complètement, totalement de sombrer dans une violence. On oublie qu'il y a quand même 2 ans où on parlait de guerre ethnique, confessionnelle, religieuse, c'était épouvantable, etc. La France, on l'a un peu oublié. La France voulait même pas que le pape disait au pape, ah non, ne venez pas parce qu'on ne peut pas assurer votre sécurité. C'était scandaleux, c'était scandaleux. Tout le monde était prêt à oublier le Centrafrique. Tout le monde était branché sur le Mali, magnifique opération Serval, etc. Et la Côte d'Ivoire, et on laisse tomber Centrafrique. Que les Centrafricains se mobilisent, montrent qu'ils y croient, qu'ils se déplacent pour aller voter. Au lieu de prendre des armes, moi je préfère qu'ils prennent des bulletins de vote. Et c'est ce qui se passe dans ce pays. Mais vous lui répondez quoi, Capou, quand ils disent que les urnes sont bourrées? Mais c'est ça qui m'intéresse, moi. Vous êtes en train de dire, j'entends bien, j'entends bien que, et heureusement d'ailleurs, je m'adresse aux Centrafricains, ils ont été massivement votés et qu'on peut que l'applaudir. Mais répondre, s'il vous plaît, je réponds à Capou que Anissé Dolo-Guélé, qui est le meilleur, là, il s'est donné les moyens de se bâtir une machine et d'aller dans les fins fonds des villages. Monsieur Capou ne peut pas rester à Bangui. Il y a les Banguissois et il y a les Centrafricains. Et il faut arrêter, cesser d'écouter les Banguissois. Écoutez les Centrafricains. C'est beaucoup plus vaste que ça. Attention, ils racontent des salades. Ils racontent des salades. Tout ce qu'ils disent là, c'est que du pipeau. Ils ne sont même pas connus du peuple centrafricain. Ils ne peuvent pas aller au village. Ils n'ont même pas eu l'occasion de battre à l'intérieur du pays. Les urnes. Ils n'ont pas amené les preuves. Ils n'ont pas amené les preuves. C'est une invention parce qu'ils parlent de ça, mais qu'ils amènent sur le fait. Faites attention à ce que... Non, mais il faut vraiment qu'on fasse attention. On vous dit que c'est pas vrai. Comment avancer ce que vous dites, la véracité de l'information? Vous vous appuyez sur quoi pour dire que ce n'est pas vrai? On s'appuie sur le fait que, mais si vous avez plus des gens avec des bulletins de paix, pourquoi ne pas les avoir et puis les présenter aux représentants de la loi? Il fallait les arrêter. On en a entendu parler, mais on n'a jamais vu. On a vu des photos, mais on n'a jamais vu cette pièce montée comme ça, là. On a arrêté un taxi devant une pâtisserie à Bangui, bourré d'urnes, mais on n'a pas dit qui était le candidat, qui était sur cette liste-là. On nous montre des schémas, des maquettes, mais on n'a pas vu les preuves. Ça, c'est un manque de respect encore terrible vis-à-vis du peuple centrafricain qui s'est déplacé massivement. Je remercie le peuple centrafricain de s'être levé comme un seul homme pour aller voter. Et je remercie la communauté internationale qui était à côté, la communauté africaine qui était là. Ils ont approuvé, ils ont vu le processus. Ils disent non. Dans chaque bureau de vote, il y a chaque représentant de chaque candidat. Comment peut-on avoir ces résultats-là alors qu'on dit que c'est faux, alors qu'ils ont leurs représentants sur place qui ramènent les PV, qui présentent que non, ça a été biaisé. C'est faux ce qu'ils disent. Ils ne sont pas populaires. Ils sont connus que de leurs églises, de leurs quartiers, de leurs amis, de leurs parents. C'est les voix de leurs connaissances qu'ils ont eues. Ils n'ont pas mené des actions comme a mené Touadéra, comme a mené Anissé Dolo-Guélé pour avoir le suffrage de tous les Centrafricains. Ils n'ont pas eu cette portée-là. Touadéra, pendant 5 ans, a payé tous les fonctionnaires centrafricains sans arrêt de salaire, ni les pensions, les bourses. Mais il est connu de tous les Centrafricains. Il a mené des actions d'envergure. Non, je vous dis ça. Je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté pour Touadéra. Je vous assure. Pourquoi, en tant que candidat indépendant, il a percé? C'est parce qu'il a modernisé. Il était en train de moderniser la RCA. C'est ce que disait Boston. Je donne la parole à Ben Laki, s'il vous plaît. Je pense qu'en Centrafrique, il y a 3 choses qu'il faut voir. Il y a d'abord le fait que c'est un pays qui sort d'une guerre de 3 années. La deuxième... 3 années et encore, oui, on peut même dire, ça fait 10 ans que c'est pas... La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est le peuple qui est sorti. Est-ce que ces 20 candidats qui font une déclaration et ce monsieur, j'oublie le nom, qui parle, monsieur Capou, qui parle des urnes bourrées, est-ce que ces gens-là sont représentatifs de ce peuple centrafricain qui est sorti comme un seul homme pour aller voter? Bon. C'est ça qu'il faut voir. Maintenant, après, il y a des moyens de recours. Il y a des moyens de recours en démocratie. S'ils ont vu qu'il y a eu des tricheries,
ils peuvent saisir les juges ou le conseil constitutionnel. C'est le conseil constitutionnel pour le coup. Ou même les juges de la sous-région, la CEMA, comme on appelle. Voilà. Donc il y a des recours. Pour le processus électoral, en tout cas, c'est la Cour constitutionnelle qui, elle, doit être saisie. Il faut aider le processus à aller de l'avant. Je pense que c'est à l'issue de ce processus-là qu'il faut aider ce pays-là à sortir de cette crise. On a fait un tour. Vraiment, j'ai volontairement laissé évidemment s'étaler cette émission et je savais qu'elle allait provoquer un vif débat. Je tiens à vous rassurer, évidemment, je ne traite que les sujets qui font débat. Voilà. Encore une fois, je m'attarde sur la Centrafrique, sur les sujets qui font débat. Je ne suis pas là pour dire il a raison, il a faux, etc. Je ne suis pas là pour accabler qui que ce soit. Bien sûr, et je regarde nos amis téléspectateurs, bravo aux Centrafricains, évidemment. En plus, évidemment, on connaît la situation sécuritaire, d'être allés en masse. Et évidemment, ça, c'est un outil dont il faut se saisir. Ça s'appelle le bulletin de vote. Merci à vous, messieurs. On continue. Deuxième sujet. Le débat continue sur la page Facebook Ça fait débat. Elle s'intitule Ça fait débat. Vous likez, vous commentez en toute liberté d'expression. Et sur Twitter, @CFDébat. La Côte d'Ivoire, parlons-en justement. Alassane Ouattara, qui gracie 3100 détenus. Alors, justement, Alassane Ouattara, il a annoncé, il y a quelques jours, avoir accordé des grâces présidentielles pour 3100 prisonniers de la crise post-électorale. Pour sa part, l'opposition, elle indique clairement que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de grâce présidentielle, mais surtout d'un État de droit. Ça vous choque ? J'imagine que non. D'un État de droit, oui, on a besoin d'un État de droit en Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que fait M. Ouattara maintenant en disant qu'il libère 3100 prisonniers, parmi lesquels il prononce pour la première fois des prisonniers politiques. Donc Ouattara, ici, répond à la problématique d'existence des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, chose qu'on lui reprochait depuis et qu'il niait. Donc ça, c'est une victoire pour l'opposition que nous représentons. Deuxième chose, il y a eu un moment où nous avons décidé d'engager des négociations et des dialogues avec le gouvernement. Je suis allé moi-même en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré le ministre Ahmed Bakayoko, nous en avons parlé, des prisonniers politiques. Monsieur Sorodium, nous l'avons rencontré, nous en avons parlé. Nous avons rencontré aussi le ministre Aoussou Jano, qui est le ministre qui représente en tout cas l'intermédiaire entre le gouvernement et les partis de l'opposition. Nous en avons parlé, nous avons discuté avec lui. Nous avons rencontré aussi l'ONUCI pour parler des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, 5 ans après, M. Ouattara reconnaît qu'il y a des prisonniers politiques et qu'il va procéder à une grâce présidentielle, c'est déjà une bonne chose. Mais il faut qu'il aille plus loin. Parce qu'entre une grâce... procéder, il a accordé, ça y est, il a accordé plutôt une grâce présidentielle. Entre la grâce présidentielle et l'amnistie, je pense que Ouattara doit aller beaucoup plus loin pour faire une amnistie. Parce que la grâce présidentielle ne concerne que des prisonniers qui ont été jugés et qui ont été condamnés. On leur fait grâce. Mais il y a des prisonniers politiques qui n'ont jamais été jugés depuis 5 ans. Pour certains, depuis 4 ans, depuis 2 ans, qui sont en prison et qui n'ont pas été jugés. Dans ce cas, il faut une amnistie. Il faut qu'il fasse une amnistie pour que ceux qui n'ont pas encore été jugés soient libérés. Et ça, ce serait un acte fort que M. Ouattara pourra poser. Parce qu'il y a des symboles dans les prisonniers politiques. Et il y a des symboles comme Mme Simone Gbagbo, qui a été jugée, condamnée à 20 ans de prison. On parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. L'acte que Ouattara doit poser, c'est de libérer les symboles de ces prisonniers politiques. Il y a Mme Simone Gbagbo, il y a les cadres du FPI, donc monsieur Hubert Oulaye, monsieur Lida Kwasi, monsieur Assouadou, qui sont des cadres du FPI, qu'il doit libérer. Mais il y a aussi des petits prisonniers. Il y a le retour des exilés. Donc c'est ça qu'il faut que M. Ouattara fasse. Antoine Glaser et ensuite après, Bastien Goquet et Paul Cyriac. C'est vrai que le droit de grâce, c'est toujours un peu le problème, c'est un peu le fait du prince. C'est vrai que des gens qui n'ont pas été jugés, on ne juge pas sur le plan du fond, c'est le fait du prince qui donne son droit de grâce. En plus, ça n'intervient pas n'importe quand, mais bien évidemment que c'est au moment de du jour de l'an et des vœux, etc. Mais la réalité, c'est qu'il va y avoir le procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Normalement, il y a un État
déjà, il y a un premier état des lieux, je crois que c'est le 13 janvier, et le procès doit avoir lieu le 28 janvier. Le 14. La mise en état. La mise en état le 14 et le 28 janvier pour le procès. C'est bien évident que ça intervient dans un processus où il n'y a pas vraiment eu dans ce pays, disons dans les cœurs, pour faire court, de réconciliation nationale. Moi je dis par rapport en tant qu'observateur, donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que de libérer comme ça, c'est aussi faire une sorte d'appel d'air, de faire comme si c'était une façon de tendre la main. Mais bon, je veux dire, ça résout individuellement le problème d'un certain nombre de gens qui vont être libérés. Mais je veux dire, de confondre en même temps les droits communs et en même temps les politiques, ça reste extrêmement compliqué. C'est confus, c'est le fait du prince. Et c'est vrai que dans ce pays, il y a toujours, on reste quand même globalement dans une justice des vainqueurs. Il y a les gens, les partisans d'Alassane Ouattara, les anciens rebelles qui l'ont accompagné au pouvoir, où il y a eu un certain nombre d'exactions. Il y a des gens qui attendent encore des actes forts sur le plan politique, sur le plan de la justice. Ces actes n'ont pas vraiment eu lieu. Il y a eu comme ça un certain nombre de trucs. On a dit, tiens, il y a eu un tel, il y a une enquête, etc. Mais ce pays n'est pas totalement réconcilié. Il y a des gestes qui sont comme ça avancés, mais le vrai dossier, ça va être évidemment le procès de Laurent Gbagbo. La réconciliation est possible ou pas du tout? Bien sûr que la réconciliation, hein. mais bien sûr que la réconciliation est possible, mais il faut quand même que le pouvoir, quand vous êtes au pouvoir, le problème en Afrique, c'est quoi? Ce sont, comme le président Alassane Ouattara, il n'y avait pas vraiment d'opposants, il n'y a pas vraiment, en Afrique, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir, il n'y a pas les gens qui ont les moyens, entre les moyens de l'État, entre quelqu'un qui fait campagne et qui dispose de tous les moyens de l'État et même ses propres moyens pour faire une campagne électorale et une opposition souvent qui n'a aucun moyen ou qui est divisée, qui a ses propres responsabilités, ses propres problèmes. Donc c'est vrai que c'est à Alassane Ouattara de faire l'effort pour la réconciliation nationale en premier. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas simplement des droits de grâce. À partir de ce moment-là, c'est vraiment un processus politique. Il va y avoir une révision constitutionnelle dans ce pays et il faut vraiment préparer l'avenir. Le problème, ce n'est pas 2015 en Côte d'Ivoire, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2020. Voilà, c'est ça le vrai histoire. C'est ça. Est-ce qu'on va continuer sur ce combat de sortants? Parce que finalement, c'est le combat d'une génération qui s'en va. Le combat de Gbagbo et de Ouattara. Est-ce qu'on va retransmettre tout ce passif-là, le faire porter encore à une nouvelle génération de politiques ivoiriennes? C'est ça la vraie question. Et quand on observe bien, les exilés, pour moi, il aurait pu commencer par cela. Il y a beaucoup de gens du camp Gbagbo dont la fortune a été jusqu'à aujourd'hui bloquée, qui vivent dans des situations de délabrement à l'extérieur, des exilés. Ces gens-là sont frappés de la même manière que ces prisonniers ou Simon Gbagbo. Mais la vraie réconciliation, c'est, oui, passer par l'amnistie. Passer par l'amnistie. Alors, non mais c'est une question qu'on soulève. Paul Sériac. C'est important déjà, quand on parle des exilés, je rejoins ça, généralement, le chef de l'État, le prince comme vous dites, quand il se décide à faire revenir les gens au pays déjà, il faut bien que les tensions se calment, il faut bien qu'il y ait une volonté, mais ça commence bien. Il a glacié les 3100 personnes déjà, il est sur le bon chemin. On ose espérer que derrière ça, il y aura quand même des actes forts, surtout par rapport à Mme Simone Gbagbo et les poches du président à l'époque qui ont œuvré, et puis voilà. Et pourquoi ne pas les juger déjà pour savoir à peu près ce qu'on leur reproche, mais si on ne les juge pas, certainement c'est les prisonniers politiques dont on parle, mais il peut poser des actes forts en demandant à ce que les exilés, mais certains ne vont pas revenir, parce que certains qui vivent à l'extérieur, au lieu d'aller dans le sens du retour à la paix, torpillent le processus au pays. Depuis leur position, ils torpillent toujours, ce qui fait qu'il y a toujours il y a quelque chose de dualité entre eux. On se dit, même si on leur demande de revenir au pays, déjà, ils ne vont pas accepter de retourner parce qu'il n'y a pas d'acte fort qui a été posé. Et il faut bien qu'il y ait d'abord des actes posés en amont, essayer de préparer, de se rencontrer, discuter déjà avant d'en arriver là, certainement. À ce niveau, effectivement, à ce niveau, par rapport aux exilés, nous avons fait une proposition, le CRI panafricain, au gouvernement, de mettre en place, de créer un haut commissariat pour le retour des exilés. Ce haut commissariat qui pourra confier à un pro-Gbagbo. Parce que qui, mieux qu'un pro-Gbagbo, peut parler aux pro-Gbagbo qui sont à l'extérieur? Pourquoi? Monsieur Ouattara, les pro-Gbagbo ne lui font plus confiance, surtout ceux qui sont en exil. On se souvient du retour d'exil, quand M. Ouattara disait qu'il fallait que les Ivoiriens rentrent en Côte d'Ivoire. On se souvient du retour du ministre Assoadou. Dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire,
trois semaines après, il a été arrêté et il est en prison. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est en prison. Donc, ils n'ont plus confiance au régime de M. Ouattara. Donc, pour l'acte fort, effectivement, il faut mettre ce haut commissariat que le CRI panafricain a proposé et le confier à un pro-Gbagbo. C'est un acte fort. Lui donner tous les moyens qu'il faut pour que les réfugiés puissent revenir. Parlons de l'amnistie. Je termine. Parlons de l'amnistie. Il faut rappeler que M. Laurent Gbagbo, en 2002, a fait une amnistie à tous les ex-rebelles qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. M. Soro Guillaume et son équipe. Il y a eu amnistie. Donc, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu de jugement. Il a gracié en prenant une amnistie. M. Ouattara, en train de nous dire que M. Ouattara Gbagbo, c'est le gentil, royal, et que Ouattara, c'est le méchant, et que c'est celui... Ce sont les actes qui parlent. Hein. Je ne sais pas, ce sont les actes qui parlent. Je vous dis que M. Gbagbo a pris une amnistie pour des rebelles. M. Soro Guillaume et son équipe. C'est pas une question de gentil ou méchant. C'est pas une question de gentil ou méchant. C'est ce qu'il est en train de dire quand même, Abdelhaki. Il est en train de dire, je le rappelle simplement à nos amis, que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il a gracié, il a amnistié. Et quand Ouattara il est au pouvoir, pourquoi M. Gbagbo... C'est-à-dire que quand on veut une réconciliation effective, on peut poser pourquoi M. Gbagbo l'avait fait? Il les a posés depuis 1 an déjà. Pourquoi il avait fait M. Gbagbo? C'est des petits pas dans la bonne direction, mais il faut qu'il fasse des pas plus grands. Pourquoi il le faisait en son temps? Parce qu'il y avait une rébellion et il voulait que le pays soit unifié, il voulait la paix, il a pris de l'amnistie. M. Ouattara veut la réconciliation, qu'il fasse une amnistie, qu'il libère Mme Gbagbo et qu'on aille tous à la réconciliation. Et il y a une grande partie des Ivoiriens, la moitié même des Ivoiriens, qui en souffrent parce qu'ils ont des parents qui sont en prison, qui en souffrent parce que M. Gbagbo est en prison, Charles Blé Goudé est en prison, il y a des exilés. M. Ouattara est président de la République. Ce n'est pas contestable. Il est président, il faut qu'il pose des actes forts pour que nous allions à la réconciliation. Il y a des symboles, il faut qu'il touche ces symboles pour que son nom soit gradé le message et que son passage a été transmis. Je sais qu'on est très regardé là-bas. Vous savez, y compris en plus le combat politique de cette génération-là est passé. Le combat politique de cette génération s'en va. Et M. Alassane Ouattara, dont même les Centrafricains devraient prendre exemple, parce que c'est à peu près les mêmes situations qu'ils auront à gérer, nous aimerons pouvoir prendre exemple également sur lui, de sa capacité à dégager les générations futures des problèmes du passé. Antoine Glaser. Oui, non, mais c'est pas une question de bon et de méchant, c'est une question, en plus, en tant que journaliste, on est bien sûr bien plus critique par rapport à la personne qui est au pouvoir. Moi, quand il y avait Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, on ne se gênait pas pour critiquer la façon dont il gérait le pays. Mais je veux dire, là, c'est quand même Alassane Ouattara qui est actuellement au pouvoir. Il n'y a que lui, il a vraiment tout dans les mains. Il a été réélu à 83% parce qu'il avait quand même personne, il n'avait aucune personnalité, c'est pas faire injure à Afien Guessan, dire il n'avait aucune personnalité qui avait vraiment une envergure, un charisme comme Laurent Gbagbo en face de lui. Il a été réélu et c'est vrai que c'est extrêmement important qu'il prépare pour les nouvelles générations, qui dégagent le terrain. Et la façon de dégager le terrain, c'est vraiment de rééquilibrer entre, franchement, le nord, le sud, avec un certain nombre de problèmes et avec un pays comme, je veux dire, la Côte d'Ivoire qui est quand même, qui est 40%, il faut quand même toujours rappeler, 40% du produit intérieur brut, du PIB, de l'ensemble de la région. Et donc, c'est pas simplement la Côte d'Ivoire, c'est aussi avec les problèmes du Burkina Faso, c'est très délicat, très tendu, donc c'est quand même assez important. Vous me poussez à vous poser la question, ce sera la dernière question avant de passer à la crise burundaise. Finalement, est-ce qu'il y a une place pour l'opposition? Où ça? En Côte d'Ivoire. Ah oui, j'ai pas si je pensais sur l'ensemble. Non, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est le problème de l'opposition, c'est pas le problème de Alassane Ouattara. Le problème de l'opposition, c'est le problème de l'opposition, des personnalités de l'opposition. Je veux dire, c'est le problème, c'est du Front populaire ivoirien, c'est un certain nombre de crises. Et moi, je pense qu'à un moment donné, en Côte d'Ivoire, je suis pas devin, mais il va y avoir, comme dans tous les pays, comme il y a eu chez les frères du Burkina Faso, il va y avoir une société civile ivoirienne qui va émerger, et à mon avis, qui va à un moment donné déborder les partis politiques traditionnels qui très souvent en Afrique ont été soit happés par les pouvoirs en place, soit qui appartenaient aux mêmes baronnies, au même cercle de pouvoir, à la même manne, à la même caisse. En particulier en Côte d'Ivoire, c'est le cacao, et c'est comme ça dans les pays du pétrolier, c'est la rente pétrolière, et c'est les mêmes nomenclaturas qui se servent, qui mangent, eux, leur famille, leur clan. Donc il va bien falloir à un moment donné, les Sénégalais, les jeunes Sénégalais l'ont prouvé,
Les jeunes burkinabés l'ont prouvé. Vous verrez que la prochaine génération, ce sont les jeunes Ivoiriens qui prouveront qu'en dehors des partis traditionnels, comment ça va évoluer. Merci. Effectivement, sur cette question, oui. La place de l'opposition. Oui, l'opposition a sa place. Souvenez-vous qu'en mai 2015 a été mis en place la CNC. La CNC, la Coalition nationale pour le changement, dans laquelle il y avait toutes ces grandes personnalités. M. Bani, Charles Konabani, Mamadou Koulibaly, le FPI de M. Aboudraman Sangaré. Des poids lourds quand même. Il y avait des poids lourds. Moi-même, j'y étais. Le FPI n'aurait pas été le FPI sans Laurent Hakoun. Décapiter Gbagbo et mettre de côté Laurent Hakoun, c'était tuer le FPI. Hein. C'est pas faux. Oh, oui, donc ils y étaient. Ah, vous dites rien, là. Ils y étaient. Et donc, cette opposition, la coalition nationale d'opposition, a fonctionné à un moment donné, a donné de l'espoir aux Ivoiriens. Sauf que, comme venait de le dire M. Glaser, l'ego des personnalités et des partis traditionnels, les partis traditionnels, hein, comme le FP, qui est un ancien parti, qui souvent dit « nous sommes les pourvoyeurs de troupes », donc qui ne se mesure pas à nous autres qui sommes les petits partis politiques. Mais il arrivera un moment où cette opposition va faire une mutation. Et la jeunesse va prendre les choses en main. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. La CNC a fait son bilan. Les égos ont disparu, ils ont fui, ils ont tous fui la CNC. Nous y sommes restés. Nous sommes restés à la CNC. Et le jeune président de la CNC aujourd'hui s'appelle M. Jean Baénoc. C'est lui qui conduit les choses. Nous avons fait le bilan. Vous avez fait vice-président, non ? Moi, je suis vice-président chargé de la communication, du marketing politique et du numérique. Et donc, nous avons fait le bilan et nous sommes dans les perspectives. Nous disons que l'élection présidentielle est différente de l'élection législative et des locales des mairies. Nous allons aller dans la bataille législative. L'opposition a toute sa place en Côte d'Ivoire et c'est la jeunesse qui va prendre le dessus sur ces anciens qui nous ont toujours amenés dans des belligérances. Je voudrais vraiment qu'on la traite. Paul Sériac, c'est ma parole. L'opposition a sa place parce que s'il fait partie de l'opposition, il arrive à partir au pays, ressortir et puis les gens travaillent dans ce sens, c'est qu'ils ont une place en tant que tel. Mais le problème de l'Afrique, c'est quoi ? Le problème de l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est quoi ? Et c'est qu'ils se retrouvent même chez nous. Mais ils y sont en Côte d'Ivoire. Ce qui se retrouve, ce même problème-là, je le ramène un peu dans un contexte national en Centrafrique. Les gourous, les vieux de la place, les anciens, qui se prennent pour des dieux, qui sont là, même pour leur parler, déjà, il faut se plier en quatre pour pouvoir se les approcher. Ils ont tourné la tête aux jeunes, ils ont pris la place vraiment, ils ne veulent pas lâcher les choses, ils ne veulent pas lâcher l'affaire, c'est qui est sûr. Et quand on leur fait de l'ombre, c'est terrible. Il faut que les jeunes puissent prendre la responsabilité de dire, écoute, nous, on y va. On n'a pas besoin seulement de s'aligner derrière vous. On a une autre manière de voir les choses. Allons-y. C'est comme chez nous. Il y a une nouvelle génération qui est en train d'émerger. Dans les partis politiques, en Centrafrique aussi, les gens se fient aux idoles, aux dignitaires, aux anciens, aux présidents des partis. Un parti comme le MPC regorgé des cadres, mais ils sont obligés de s'aligner derrière leur président Ziguélé, qui a perdu plusieurs fois, 3 fois déjà les élections, mais pourquoi ne pas remplacer? Et dans les autres partis aussi, il faut bien qu'il y ait... C'est à 16 heures, mais oui. C'est important, mais non, mais ce qui est sûr, c'est que quand on a perdu 2-3 fois déjà, c'est terrible. Il faut bien que les gens prennent leurs responsabilités, que la jeunesse se relève. Déjà, eux, ils ont commencé. Le président Dakou était président de la République à 29 ans, vous imaginez? Mais nous, on a même 44 ans maintenant. Ils veulent pas, ils disent qu'on est jeunes. Et bien, cette nouvelle génération, je l'appelle aussi à s'exprimer, justement, comme le propose Antoine Glaser et vous autres. Ils ici. vont nous pousser dehors. Ils vont pousser pas Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Voilà. Écoutez, en tout cas, c'est sur cette note. Je vous propose, bien sûr, d'intervenir, de commenter et de réagir en toutes les libertés d'expression sur votre page, qui est la vôtre sur Facebook, qui ne cesse de grimper d'ailleurs. Et je vous en remercie infiniment, puisque vous êtes très nombreux à le faire. La page s'intitule « Ça fait débat ». Vous likez, vous commentez en toute liberté d'expression. Et puis sur Twitter, @CFDébat. Messieurs, dernier sujet qui a retenu notre attention, je vais parler de la crise burundaise. Pas de reprise de discussion, pas de reprise de dialogue. Aucune reprise n'est possible. On parle même de putsch, messieurs. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ce sujet de reportage réalisé par Moïse Munkoro. Hier, devant la Cour suprême burundaise, Cyril Ndayirukiye a assumé sa responsabilité dans les coups d'État manqués dès mai dernier contre le président Pierre Nkurunziza. L'ancien ministre de la Défense a donc plaidé coupable, mais il assure qu'il ne pouvait pas rester indifférent face aux nombreuses tueries dans le pays. Si Cyril Ndayirukiye plaide coupable, il refuse de porter tout seul le chapeau. L'ancien ministre burundais de la Défense assure qu'il avait planifié le coup d'État
avec l'actuel chef d'état-major général de l'armée. Le numéro 2 des putschistes demande une confrontation entre les deux hommes, une demande qui a peu de chances d'avoir une suite. Le gouvernement et l'opposition avaient rendez-vous mercredi à Arusha en Tanzanie pour poursuivre les négociations. Mais la rencontre a été annulée. Pour l'heure, aucune nouvelle date n'a été fixée. Allez messieurs, justement, je pose la question. Alors, quand on voit tout ça, effectivement, on se pose des questions. Notamment, vous savez, cette déclaration, nous n'acceptons aucune négociation, nous n'acceptons les négociations, sans condition. Toutes les questions seront discutées, mais ce que, évidemment, le Conseil n'acceptera jamais, c'est... D'abord, le militaire et politique. C'est un peu ce que dit d'ailleurs le gouvernement qui déjà prépare l'idée de préparer des élections prochaines. Paul Cyriac, prenez la parole. Vous nous parlez, vous, de la chapelle Saint-Luc. Je ne sais pas si vous êtes centrafricain, mais je vais tenter de dire que vous l'êtes. Je suis ravi de vous accueillir, en tout cas. Vous suivez, vous aussi, ce sujet de très près, et vous êtes président d'un collectif qui s'appelle les Sans Voix et des minorités pour le peuple de Centrafrique. Ce soir, vous dites ouf de soulagement, les Français vont rester et ils vont continuer à essayer, je dis bien parce qu'on va en débattre ce soir, de sécuriser ce pays qui est immense. Tout à fait. C'est un ouf général parce qu'à un moment donné, les gens commençaient déjà par s'inquiéter en pensant que si jamais l'Assemblée nationale française décide de retirer les troupes françaises qui sont stationnées, alors qu'ils sont en place, ça va être l'hécatombe. Déjà, ce que nous traversons en ce moment est extrêmement indescriptible. On ne peut pas arriver à l'expliquer en tant que tel. Ceux qui sont sur le terrain, même les militaires français qui sont là-bas, ont su bien, avec les mots qu'il faut, vous expliquer que ça ne va pas. À l'heure d'aujourd'hui, il faut nécessairement que les casques bleus puissent venir se mettre. Parce que nous savons que la France qui se trouve être sur le terrain, la France a toujours été à nos côtés, la France a toujours accompagné tous les processus d'installation de nos chefs d'État. Je veux dire que tous les chefs d'État qui ont, depuis l'ère de Boganda à ce jour, tous ceux qui ont dirigé ce pays ont toujours eu l'aval de la France. Et il est temps que les gens puissent apprendre vraiment à voler par leur propre. Il faut que ce soit des élections libres, puissent être organisées pour que ce soit ce que le Centrafricain vraiment veut, qui puisse être là pour diriger ce pays. Et nous sommes toutefois là, nous accompagnons ce processus. On suit de près, comme vous le dites, ce qui se passe à l'heure actuelle sur le terrain. Patricia Adam, Alain Marceau, il y a un petit message dans ce que nous disent les internautes. Il y a ce monsieur centrafricain qui dit c'est un peu fini la France-Afrique où la France décidait de nommer le président. On veut aussi, nous, en tant que pays, oui, c'est une belle idée. Vous pensez que c'est possible? Parce que on voit quand même qu'avec la présence française militaire, on imagine que la France va quand même prolonger ce processus militaire en processus politique. Non, si vous permettez, pourquoi vous souriez comme ça, Alain Marceau? Il y a exactement une semaine aujourd'hui, nous étions dans le bureau de la présidente de la transition. Absolument. Elle est assise en face de nous. Et quel est le message qu'elle nous a fait passer? J'espère que ce monsieur nous entend. Oui, vous entend. C'est surtout, vous restez bien jusqu'à la fin de la période de transition avec tous vos militaires, vos VAB, etc. On vous veut jusqu'à la fin de la période de transition. On a dit, c'est quand la fin de la période de transition? Elle nous a dit, c'est en février de l'année prochaine. Mais on va dire, bon, et c'est quoi? Ah, c'est les élections. Ah, c'est les élections. Et comment vous allez faire des élections? Ah ben, on ne sait pas. Il n'y a plus d'état civil, il n'y a plus de préfecture, il n'y a plus de gendarme, il n'y a rien. Il n'y a plus d'état. Donc, ce qui veut dire que la période de transition va durer 5 ans, 10 ans, etc., etc. Et la question qui se pose, c'est est-ce que nous allons durer en même temps que la période de transition? Alors, quand on entend dire on n'a plus besoin de nous en Afrique, heureusement, on a besoin de nous, et je suis un des défenseurs de la notion de Centrafrique, mais c'est quoi? C'est le lien privilégié que nous avons avec les Africains, c'est pas les mauvaises mœurs qu'on a pu avoir avec des chefs d'État africains, et je crois que nous avons besoin d'une présence en Afrique. Les Africains ont besoin de nous, et nous avons besoin d'Afrique. Enfin, ceci étant, c'est pessimiste ce que dit Alain Marceau, on va entendre nos experts, parce que on nous avait annoncé une mission très courte, c'est vrai qu'au départ de cette mission, les soldats partaient pour une mission presque éclair, tout ça devait être réglé très rapidement, et on lit plusieurs papiers d'observateurs qui disent que ça va durer, que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que ce soir vous dites ouf de soulagement parce qu'après tout les députés ont majoritairement dit oui au maintien de nos troupes, ou la présidente de la commission de la défense, experte de ces questions, est un peu inquiète parce qu'après tout c'est politiquement très dangereux pour la France? Écoutez, quand on s'engage dans une opération militaire, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Ça, c'est un premier point. Et la situation en Centrafrique n'est pas du tout celle du Mali. C'est une opération totalement différente, vous l'avez dit. Ça ressemble plus à une opération de maintien de la paix, de gendarmerie même, de l'ordre, de la gendarmerie et autres. Donc on n'est pas du tout sur le même type d'opération.
Moi, je ne désespère pas. D'abord parce que je fais confiance aux Africains et je pense que beaucoup d'Africains prennent totalement conscience. Mais quelqu'un vient de l'exprimer. Moi, j'ai confiance en ce pays. Maintenant, il faut les aider à arriver à ces élections. Il n'y a pas d'État. Il y a une présidente qui a plus d'argent. Il n'y a pas d'État aujourd'hui. Il y a plus de fonds. Il faut 300 000 euros dans les caisses. 300 000 euros dans les caisses. Il faut aider ce pays. Aujourd'hui, l'Europe a engagé des fonds pour cela. Nous attendons une décision ce mois-ci, au mois de mars. Je considère que nous sommes au mois de mars. Des Nations Unies, et qu'il y ait une force de maintien de la paix qui soit engagée. Je pense que cette décision sera prise. Elle sera prise au mois de mars. Il y a aujourd'hui, en tout cas, un engagement du secrétaire général dans ce sens. Donc voilà, on ne sera pas seul. C'est pas l'empressement quand même. On sent que sur ce dossier, c'est toujours long. Ces instances sont toujours longues à prendre des décisions. Heureusement que la France était là, parce que je pense que là, véritablement, on aurait assisté à un vrai génocide. Vous pensez qu'il y aurait c'est très clair. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a exprimé très clairement. Maintenant, il faut y mettre des conditions et il faut que les différentes forces, qu'elles soient internationales ou celles de l'Europe, nous accompagnent. Pour l'Europe, les décisions sont déjà prises. Et c'est déjà 1000 hommes, 5 compagnies, une compagnie de gendarmerie. Voilà. Donc, je crois que c'est Dicaba, Jean-Luc Mercier, parce que c'est important, on entend plein de choses, à la fois des internautes et du député qui dit c'est un État fantôme, il n'y a pas d'État. Ça veut dire qu'on a le risque de rester des années, c'est Dicaba. Non, il est évident que la situation actuelle de la Centrafrique fait que la mission pourrait durer. La mission peut prendre du temps parce qu'il s'agit de reconstruire totalement un État. Comme il a été dit, les registres d'état civil ont été détruits, les forces de défense et de sécurité n'existent quasiment plus, les militaires ont disparu, les trésoreries, les régies financières n'existent pas. Pour que l'État ait l'argent, il faut qu'il y ait des impôts qui soient prélevés, il faut qu'il y ait des taxes qui soient perçues. L'administration n'existe pas de façon générale. Mais il faut aussi dire que cette partie de la mission ne va pas être accomplie par la France. C'est la nécessité. La France a fait une intervention ponctuelle qui a permis de faire baisser le nombre de morts. Le 5 décembre, le jour où l'intervention où Sangaris a commencé, il y a eu 500 morts. Du fait de l'arrivée de la France, le nombre de morts a considérablement baissé. Le jour de l'arrivée de la France. Et la nature des crimes a changé. Alors qu'au départ, on tuait les gens avec des kalachnikovs, avec des obus, de la Seleka. Maintenant, on est passé aux machettes, aux coupes-coupes qui ne sont pas moins meurtrières. Mais le nombre de décès a considérablement diminué. C'est un conflit confessionnel. Il faut passer, je pense, à une autre phase de l'opération, celle avec les casques bleus, les missions d'opération de maintien de la paix sont plus adaptées pour l'accompagnement des États parce que c'est des missions qui s'inscrivent dans la durée. Regardez des pays comme la RDC ou des pays comme le Sud-Soudan, l'intervention prend du temps et là, elle n'est pas supportée par un pays, elle est supportée par le budget des opérations de maintien de la paix. On sait que le principal... Une question financière. Voilà, les États-Unis, c'est ce qui explique la résistance des États-Unis parce que les États-Unis contribuent pour 23% aux opérations de maintien de la paix. Mais à mon avis, il faut aller au-delà des considérations financières. Il s'agit des vies humaines qui sont en jeu, aussi de la stabilité régionale. Parce que si on laisse la Centrafrique être récupérée par des djihadistes, ça peut menacer la sécurité des États-Unis qui se trouvent à des milliers de kilomètres de là. Donc il y a des intérêts pour eux. Absolument, pour eux. Jean-Luc Mercier, pour reprendre le fil de notre histoire, on voit effectivement la France qui s'engage pour une opération plutôt courte, c'est comme ça que les choses étaient annoncées. Les choses devaient se faire rapidement dans des conditions connues, puisqu'on avait des troupes déjà prépositionnées dans ce pays. Finalement, les choses ne se sont pas passées du tout comme ça. Et là, les députés, aujourd'hui, votent pour de nouveau 6 mois de possible, en tout cas, de présence militaire française. Oui, je pense qu'il ne faut pas qu'on se paye de mots. Les choses ne se passent pas du tout comme prévu. C'est-à-dire qu'elles ne se passent pas comme on nous l'avait raconté. On nous avait dit, vous allez voir, ça va être facile. La Centrafrique, on connaît. On y est depuis 1889, Lubangui Chari. Donc c'est vrai que 1889, ça commence à dater. C'est vrai qu'on connaissait ce pays. Le précaré. Et donc, une partie des institutions de ce pays, militaires, politiques, diplomates, renseignements, que sais-je, ont vendu un plan en disant, écoutez, on va arriver à 1600. Il y avait un mot qui circulait à l'époque, c'était le mot de sidération. Nos ennemis vont être sidérés par notre déploiement. Ben, évidemment, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on considère à Paris un peu comme étant l'Afrique de papa, on connaît, on sait bien les Centrafricains, on va mettre 3 compagnies de bérets rouges et quelques bérets verts dans les rues de Bangui et tout va rentrer dans l'ordre. Ce qui n'est pas le cas. Ça ne marche plus. Voilà. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez finalement ce bug? Excusez-moi. C'est malheureusement extrêmement simple à expliquer. C'est pas des grandes théories géopolitiques ou de sociologie africaine.
Les Grecs anciens avaient un mot pour ça. Ça s'appelait l'hubris, le sentiment de toute puissance, celui qui vous fait perdre la raison. Nous avons été victimes de notre hubris. C'est-à-dire que nous avons cru que nous pourrions régler, parce que nous sommes des... On venait en plus de faire le Mali, c'est-à-dire qu'on a fait une opération remarquable au Mali, remarquable, mais dans des conditions radicalement différentes. Au Mali, on avait un ennemi, on a dit aux militaires, vous les détruisez. Les militaires étaient ravis, ils l'ont magnifiquement fait. Des hommes qui ont des pneus, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et donc, on paye notre sentiment de toute puissance. En plus, on a voulu faire de la communication autour de ça, dire vous allez voir, ça va être formidable, il va y avoir un vote des Nations Unies, un sommet France-Afrique le lendemain, dimanche. C'était programmé comme ça. On rentrera. Patatras, ça marche pas. Évidemment, il n'y a pas que nous qui avons écouté ça. Les anciens de Bozizé, c'est-à-dire l'ancien régime, ils ont parfaitement écouté ça. Le jour de l'intervention française, ils ont fait un coup, ils ont raté leur coup, ça a déclenché des massacres épouvantables, les pires massacres. Vous considérez finalement... Les 500, bien entendu, c'est l'annonce de l'intervention qui déclenche les 500 morts. C'est l'annonce des 500 morts. Voilà, donc on a raté, C'est dit Kabar, parce que c'est important ce qu'on se dit là. Ce qui s'est passé, c'est que, et Alain Marceau, comme il a été, on court après pour récupérer. L'intervention ne faisait plus aucun mystère. L'intervention ne faisait plus aucun mystère. On en a parlé, on attendait juste. Le troupe était prépositionné à Douala. Tout le monde les a vus quasiment. Les troupes et le matériel étaient prépositionnés à Douala. On n'attendait que le feu vert des Nations Unies pour déclencher l'opération. Donc, les partisans de Bozizé ont entendu cela. Et ils ont voulu anticiper sur l'arrivée des forces françaises. Donc, on déclenché cette opération qui les a amenés à attaquer le palais présidentiel. Et de là, il y a eu cet engrenage de la violence dont on n'est pas encore sorti. À mon avis, ce qui s'est passé à Paris, il y a un élément. La nature de l'opération... Et la nature de l'opération a été mal appréciée, pour utiliser un euphémisme. Vous n'envoyez pas d'hélicoptères ou de fantassins pour rétablir l'ordre public. On a vu des manifestants qui jetaient des pierres. Il y a une déphase. Donc il y a des opérations souvent de maintien de la paix auxquelles les militaires n'étaient pas forcément... C'est vrai que Touadéra, alors c'est une nette victoire en même temps, mais en même temps on dit de lui qu'il est discret, qu'il est très peu connu, même s'il a été ancien Premier ministre, les Centrafricains le savent très bien, mais en même temps, est-ce qu'on peut parler d'une victoire écrasante? C'est une victoire écrasante. Est-ce qu'on a une explication? Oui, c'est une victoire écrasante parce que les Centrafricains, comme j'avais dit dernièrement, on aime bien les petits détails. Ils se rappellent de son passage à la tête du gouvernement. On se rappelle de tous. Nous avions en Centrafrique des paroles que certains hommes politiques disent, et ces paroles restent ancrées dans la tête des gens, et puis bon, on se le passe de père en fils, en fait. Je parlerai de M. Enoch de Ranlakwe, qui est ancien Premier ministre, qui avait dit un jour, je ne peux pas vous payer avec les feuilles de mangue. Le fait d'avoir dit ça, les Centrafricains ont dit que tu nous as manqué de respect. Et à chaque fois qu'il va dans un meeting, les gens l'attendent avec des feuilles de mangue. Monsieur Doleguele, qui est un grand homme, qui a reconnu sa défaite, effectivement, mais lui-même, il était aux affaires. Il est parti, il a quitté son poste de Premier ministre en laissant derrière lui une ardoise de beaucoup de mois d'arrêt de salaire. Et ça... Il a justifié, il a expliqué le pourquoi, mais les Centrafricains n'ont pas accepté. Donc mais là, vous êtes en train de me dire que c'est un succès qui s'explique. C'est un succès qui s'explique totalement. Les Centrafricains, voyant de Touadéra, qui est parti dernièrement, mais qui est parti et n'a rien laissé derrière lui. Comme m'avait dit l'autre jour avec l'enracinement territorial. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Je ne rentre pas dedans, non, j'explique juste. Je donne juste quelques explications, c'est important. Je donne quelques explications concernant le fait que les Centrafricains se sont appuyés et puis ils ont voulu choisir M. Touadéra que Doleguele. Mais ils ont préféré Touadéra, pourquoi? Parce que dernièrement, Touadéra était leur Premier ministre, même s'il ne parlait pas beaucoup, mais il agissait. Mais le fait d'avoir régulièrement leur salaire, le fait d'être un homme simple, d'aller à l'église, de partager leur quotidien, ont poussé les Centrafricains à porter leur choix sur M. Touadéra. Voilà pourquoi il a été élu, mais avec cette victoire écrasante, presque 63%. Ça, c'est un prisme. Ça, c'est un prisme. Alors, est-ce que c'est un succès qui s'explique? Pas du tout. Oui, non. Vous partagez ce sentiment? Il y a effectivement, pour les gens qui étaient allés en Centrafrique et qui ont suivi la campagne électorale, j'y ai passé 3 semaines quand même. Ça ne pouvait pas se passer comme ça.
Et puis, il y a même des résultats de législatives totalement incohérentes dans des secteurs où des membres du parti d'Anissé Georges Dologuélé font de très bons scores, mais comme par hasard pour la présidentielle, lui, il y a des choses très incohérentes. Il y a eu des bureaux de vote qui ont été créés entre les deux tours, dont l'un n'en avait pas connaissance. J'ai pu parcourir son dossier avant de lui déconseiller. J'ai fait partie des gens qui ne souhaitaient pas effectivement qu'on entache, qu'on emmène un pays meurtri, qu'on mène un peu plus d'huile sur le feu. Mais il y a des choses très importantes qui vont se passer. Lesquelles ? Aujourd'hui, la République centrafricaine n'a plus de programme avec déjà, le FMI. Déjà, Touadéra, il est à la recherche d'une majorité, déjà, pour commencer. Adil, un instant. Il y a des choses très importantes sur lesquelles on va attendre les gestes de M. Touadéra. M. Dologuélé a fait sa part en permettant d'apaiser la population. Mais la République centrafricaine n'a plus de programme avec le FMI. Les autorités de la transition actuelles ont bénéficié d'un sursis jusqu'à fin mars pour pouvoir payer ces soi-disant salaires qui devra prouver qu'il pourra payer. Mais en avril, il n'y aura plus rien dans les caisses. De deux choses l'une, où cet homme aura la capacité d'avoir une équipe capable d'aller vite pour renouer avec le FMI et faire rentrer de l'argent. Ça, c'est le premier point. Vous avez un dossier également très, très important, à part le FMI. FMI, plus d'argent dans les caisses. Il faudra aller très, très vite. Et l'autorité actuelle de transition, Mme Saba Panza, a rendez-vous auprès de la Banque mondiale le 26 mars prochain. Il faudra d'abord que M. Touadéra se rapproche de cette dame, qu'ils essayent de constituer une équipe pour aller plaider. Alors, on va tenter d'avancer. Non, mais j'entends bien ce que vous êtes en train de nous esquisser. Je veux rappeler les 3 dossiers sur lesquels on attend de voir si M. Touadéra pourra emmener le pays à bon port. Vous avez celui-là. Vous avez un dossier qui a causé bien de soucis au peuple centrafricain. Vous êtes en train de nous laisser entendre ça, en tout cas. Nous doutons de sa capacité de mener à bien sa politique? Non, ça n'est pas ça. Il peut être pris comme otage par tous ces nouveaux ralliés. Qui ça, Ziguélé? Monsieur Ziguélé, entre autres. Mais vous savez qu'autour de M. Touadéra, tous les anciens de la classe politique centrafricaine, tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre failli également, se sont rattachés à sa candidature pour éviter la retraite. Alors, et ça c'est un problème. Il y a Bokana, il y en a plein d'autres. C'est un problème lourd. Tous ces candidats indépendants. Ibouba, allez-y. Je crois que le problème doit être traité donc, sous une autre manière, avec une autre vision. En fait, je vous comprends en tant que centrafricain, peut-être sûrement que si vous prononcez comme ça, mais le choix du professeur Touadéra n'a pas été fortuit. Aujourd'hui, nous voyons qu'il a gagné en masse avec 62 et quelques %, donc, au niveau de ce pays-là. Ce qui n'est pas fortuit. Ce qui brûle aussi la langue de plus d'un aujourd'hui en Centrafrique, c'est de voir cette population réunie et de vivre en harmonie, en quelque sorte, après la guerre de 2013 jusqu'en 2014. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, ce qu'on attend plutôt, la communauté internationale, mais aussi les Centrafricains, je crois bien que c'est cette union, c'est cette réconciliation des Centrafricains entre eux, les musulmans et les chrétiens entre autres, et qu'aujourd'hui, il essaie quand même d'insérer une certaine politique qui sera tout à fait fiable. À mon avis... C'est pour ça que je vous dis que la composition de son gouvernement sera un geste fort. Non, mais elle est déjà faite, parce qu'il pense tout de suite... Je pense qu'il est à la recherche d'une majorité, quand même. Non, c'est pas une majorité. Il a la majorité déjà, 62%, et là, en ce moment, il est en train une majorité complète. Il est en train de vous imposer ce qu'on appelle plutôt, comment ça s'appelle encore là, une alternance politique en quelque sorte au niveau de son pays. Parce que tout le monde l'a rallié là présentement, même son opposant principal lui a rallié. Donc là, tout à fait normal qu'on essaie de voir ce qu'il pourra faire et ce qui viendra. Nous pouvons aussi noter qu'aujourd'hui, chez vous en Centrafrique, c'est la communauté internationale qui est en train de payer les salaires depuis combien de temps maintenant? Ça fait un bon bout de temps. Depuis de nombreuses années maintenant. Et malheureusement, personne ne va en dire.
les casques bleus qui sont chez vous, il y en a à peu près 10 000 aujourd'hui. Mais 900 Français de l'armée française plutôt sont installés là-bas depuis combien d'années et qui sont en train de faire. C'est la France aussi qui vous épaule, qui est en train de payer la majeure partie donc, de ces fonctionnaires-là aujourd'hui. Même si nous savons que ce Premier ministre-là a fait un travail remarquable lorsqu'il était Premier ministre. Et ce qui a été d'ailleurs un atout fort pour sa réélection en ce moment donc, de ces élections-là. Voilà, je voudrais juste maintenir... Je vois qu'il ne partage pas. Boston, je vais vous redonner la parole. Promis, je vous redonne la parole. On va juste faire un tour de table. Ibrahim Ndiaye, quel est votre sentiment? Est-ce que le président va parvenir à convaincre évidemment la majorité, convaincre aussi les candidats indépendants, et puis réunir le plus largement possible pour constituer un gouvernement, comme l'a expliqué si bien Ibouba, c'est-à-dire convaincre, remonter et sortir le pays? En tout cas, moi, je fais confiance au président Faustin, parce que les gens ils disaient au début que c'est un outsider. Mais moi, je disais non, parce que quelqu'un qui a été Premier ministre d'un pays pendant 5 ans, quand même, tu connais bien ce pays-là. Maintenant, il est élu avec la majorité, je dis. Il doit s'affirmer en tant que président et essayer de gérer ses alliés. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude de voir ça. Une fois que tu es élu, une fois que les gens t'ont soutenu, au pouvoir, ils vont te demander des rançons ou essayer de t'orienter, donner des orientations. Maintenant, le président Faustin, il doit s'affirmer en tant que président de la République, de redresser le pays. Et je pense qu'il est sur la bonne voie. Est-ce qu'il va y arriver? Je pense bien. Comment il a réussi à fédérer toutes ces forces-là, comment il a réussi à gagner avec cette manière-là. S'il continue sur cette voie-là, je pense que la Centrafrique va être vers... Il a rallié... Boston et ensuite Paul. Il a rallié toutes ses forces parce que les Centrafricains disaient de lui que beaucoup d'hommes politiques qui l'ont rejoint pensent que c'est le politicien le plus malléable. Et ça, maintenant qu'il est président de la République, il faudrait... Il a fait un travail. Je pense aussi que son bilan... On ne peut pas avancer. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne mets aucune... Ce que je mets comme réserve, c'est qu'il faudra qu'il s'affirme comme président de la République. Et qu'il s'affirme comme président de la République. Et par rapport à ça, il y a des gestes... Il y a des gestes... Il y a des gestes forts. Donc, de vos salaires qu'il a fait. Moi, je pense que son bilan, il a été élu. Je ne veux pas parler de son bilan, parce que si on parle de son bilan, c'est un Premier ministre qui était là pendant 5 ans, qui a reçu un pays avec 623 000 km² et qui, en partant, n'a laissé, contrôlé par l'État de droit, 623 000, et qui, en partant, avait moins de 20 000 km² maîtrisés par l'État de droit. Donc, si on veut parler de bilan, où on prend et l'actif et le passif, mais si on ne prend que le parti de l'actif de Bozizé, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut, je m'en fous de ce passé-là. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Ceux qui ont voté pour lui ont pris le côté positif. Son opposant le reconnaît comme président de la République et refuse de déposer des dossiers auprès de la Cour constitutionnelle. C'est un fait. Il y a eu élections présidentielles et législatives. Et les fraudes massives que certains ont décriées par rapport à l'élection présidentielle, il y a des incohérences quand on regarde au niveau des résultats. On en a parlé ici longuement. Mais ce qu'il faudrait, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il renoue rapidement avec le FMI. Que des dossiers comme celui du pétrole de Boromata, qui ont causé plein de soucis et qui ont mené la guerre en Centrafrique, puissent être traités très très rapidement. Il y a des questions comme la fiscalité pétrolière. Vous savez que le Centrafricain paye toujours à la pompe le pétrole au prix fort du baril à $100. D'accord? Et malgré les baisses de pétrole, ni les caisses de l'État ne voient de la rente, ni le peuple. Donc, il y a des dossiers forts sur lesquels on attend de voir les actions de M. Touadéra. Alors, est-ce qu'il parvient, finalement, quand on vous écoute tous là, est-ce qu'il va parvenir à s'imposer? C'est la grande question que beaucoup de gens se posent. Je vais rassurer mon frère, et puis je vais rassurer mon frère Gauquet que ce qu'il a dit, ses inquiétudes sont fondées. Mais il a fait ses preuves quand il était Premier ministre. Et c'est sur cette base maintenant, que le peuple a une... Il va s'imposer. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Nous, on a suggéré. Des voix se lèvent pour demander au chef de l'État de s'entourer des nouvelles têtes. Mais moi, je fais une proposition. Je demande à ce que le chef de l'État, il dépasse les clivages des alliés et autres, tend la main aux autres candidats qui ont perdu, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Qu'ils tendent la main, s'il vous plaît, qu'ils tendent la main
aux candidats qui ont perdu. Je veux parler de Kolimba, je veux parler de Anicet-Georges Doleguele et de Patassé, les trois qui sont arrivés derrière, et tous les Centrafricains qui ont les compétences de le rejoindre. Ensemble, on peut se mettre pour faire avancer le pays. Parce que au jour d'aujourd'hui, il n'a pas attendu l'investiture pour se mettre au boulot. Je vous assure que dès lors, le chef d'État, en attendant l'investiture, il est en train de faire un travail de fond. Les dispositions sont en train d'être prises de manière à ce que le pays puisse vraiment redémarrer. Les inquiétudes de mon frère sont justifiées. Est-ce qu'il pourra composer un gouvernement comme lui, il l'entend? Oui, c'est ce qu'il entend qu'il va composer. Parce que là, actuellement, des dispositions sont déjà prises. Il est en train de consulter. Il a pris des dispositions. Il ne sera pas ce temps malléable que les gens pensent. Les gens pensent, parce que le fait de ne pas trop parler, on pense que non, il est malléable. Mais lui, il agit en profondeur. En agissant, mais les retombées étaient claires, on voyait. Et quand il parlait de distance, à l'époque du président Bozizé, c'était pas une démocratie en tant que telle, c'était presque une dictature, parce que il y avait des courroux qui entouraient le président Bozizé. Le Premier ministre n'avait vraiment pas de marge pour pouvoir avancer en tant que tel, mais s'il voyait que ses intérêts lui-même, il allait démissionner, partir. Mais comme il avait la possibilité de venir en aide au peuple centrafricain, d'aider la population en mettant en œuvre toutes ses compétences et puis avec les alliés qu'il ait choisis, pour que chaque mois, les Centrafricains puissent subvenir, vivre correctement et puis avancer, c'est ainsi. Ce sera ma dernière question sur ce chapitre, là, concernant évidemment la Centrafrique. Plusieurs défis à relever finalement. Est-ce qu'il parviendra à les relever? Et avec qui? Boston. Goké. Écoutez, on regardera la composition de son gouvernement. Vous savez que ça va être un régime parlementaire. Est-ce qu'il va suivre le verdict des urnes par rapport aux résultats des législatives dans les deuxièmes tours vont arriver? Il vous a dit qu'il a le droit Oui, mais il a la pression d'énormément d'autres candidats à la présidence qui l'ont rejoint et qui pensent que c'est grâce à eux qu'il a gagné. Donc on attend de voir la constitution de son gouvernement et les actes forts. Et je vous dis, s'il a un bon gouvernement, entre 3 à 6 mois, il renouera avec le FMI. Sinon, ça peut prendre une année. Et après, on passera au sujet de Macky Sall. Voilà, je crois qu'il a déjà affiché donc, sa démarche politique, hein, en quelque sorte, parce qu'après avoir gagné quand même 62%, il est en train aujourd'hui de clignoter à droite, justement pour faire comprendre aux Centrafricains qu'il y a une alternance politique. Et ce n'est pas fortuit qu'aujourd'hui, le plus grand opposant de ce pays-là se rallie à lui, donc sans aucune difficulté. D'abord, avec grandeur, qu'on félicite, que tous les Africains félicitent aujourd'hui. C'est un grand pays, un très beau pays, et je crois qu'à la Voix d'Afrique, nous voulons voir quand même la Centrafrique devenir la Centrafrique d'autant, et que la population, quand même, les peuples, la population centrafricaine puisse quand même donc jouir de tout ce qu'ils ont, de bonheur, de joie, et surtout qu'ils soient beaucoup plus fraternels et qu'ils oublient quand même cette guerre qui les a carrément déchirés. J'ai cité 3 dossiers, et ces 3 dossiers ont énormément d'importance et de pression possible sur le président. Allez, on va tenter d'avancer. Je veux rappeler FMI, le Boromata, et ainsi que la fiscalité pétrolière et la pression qu'il peut avoir avec les compagnies. Exact. Paul Sériac, ce sera en quelques secondes, s'il vous plaît. Il a reçu le message déjà parce qu'on l'a interpellé plusieurs fois pour dire qu'il a fait des promesses de pouvoir travailler avec la jeunesse, de pouvoir travailler avec toutes les forces vives de la nation. Il va s'atteler à le faire. Mais ce qui est sûr, en ce moment, tout est à refaire en Centrafrique. Le pays est en lambeaux. Et c'est pas facile. Si on attend de lui des résultats là, il faut bien que tout le monde puisse se mettre à relever les manches et puisse l'aider à avancer. Il va faire un choix. Ses opposants ont déjà commencé à l'aider. Il va faire un choix. Et ce choix qu'il va faire, le fait de l'avoir choisi, il faut que les Centrafricains apprennent à lui faire confiance. Pourquoi il a fait ses choix? Tout le monde est derrière lui. On compte sur lui pour mener. On va attendre les 2 ans pour voir comment il va avancer. Mais ce qui est sûr, il a dit, n'attendra pas longtemps pour démarrer. Il a déjà commencé et il va faire des résultats. Ensemble, si on se met ensemble pour pouvoir souder et puis le suivre et puis l'épauler pour que le pays puisse décoller. On va suivre tout cela de très près. Messieurs, sachez-le, vous reviendrez, y compris ici, le commenter. Le débat continue sur la page Facebook. Ça fait débat. Vous réagissez, vous commentez, vous aussi. Semaporo, le président Robert Mugabe l'a déjà dit, je ne démissionne pas. Que va-t-il se passer maintenant s'il ne démissionne pas? Pendant combien de temps cette situation va-t-elle durer? Le pourparler se poursuit. Il y a aussi un facteur très inquiétant, le retour de M. Emerson au pays. Le vice-président. Dès lors où il a été démis de ses fonctions, c'est pour dire que non, le président Mugabe n'a pas la main sur le pays et sur tout le système. Le monsieur a réussi à partir en Chine.
comment il a fait pour partir? Il n'a pas su. Et il est revenu. Dès lors où les tensions ont commencé, comment il a fait pour revenir? Et il est où en ce moment? Quel rôle il joue dans ces négociations en tant que tel? Est-ce qu'il traite avec ses militaires directement de manière à ce qu'ils soient son vis-à-vis? Il discute en son nom. Alors, que va-t-il se passer? Là, c'est l'incertitude totale. Mais ce qui est sûr, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas brusquer le vieux. Alors, ils sont obligés de gérer. Les évolutions dans les heures à venir nous dira un peu plus, parce que là, actuellement, personne ne peut maîtriser ce qui se développe en ce moment sur le terrain. Effectivement, ce jeudi a eu lieu une réunion à Gaborone, au Botswana, une réunion convoquée par le président sud-africain Jacob Zuma, président en exercice de la SADC, la communauté du développement de l'Afrique australe. Une autre réunion est prévue dans les jours à venir. On verra évidemment comment sera donc la suite de cette crise politique que traverse le Zimbabwe. Mais des condamnations, il y en a eu. Je propose qu'on marque une courte pause et qu'on en parle dans la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.